Toutes et à tous, je m'appelle Hugo Rosset du bureau d'études Sistra et je suis en charge de l'animation de ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la concertation sur le 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW du parc nucléaire français. Alors ce webinaire est l'une des étapes d'une large concertation qui a été lancée fin janvier et qui va se poursuivre jusqu'au 30 juin de cette année. À ce titre, déjà plusieurs réunions publiques ont été organisées à proximité des centrales concernées par le 4e réexamen périodique. Parmi ces centrales qui ont fait l'objet d'une réunion publique, on peut citer Flamanville, Saint-Alban, Belleville, Nogent, Cattenom, Paluel-Panly. La centrale de Golfech fera l'objet d'une réunion publique donc la semaine prochaine. Cette concertation est aussi l'occasion d'organiser des webinaires, comme ce soir. À ce titre, plusieurs webinaires ont déjà été organisés, 3. Un premier webinaire d'ouverture de la concertation fin janvier, un deuxième webinaire sur la thématique de la prise en compte du vieillissement des installations au mois de mars, un troisième webinaire sur l'adaptation au changement climatique fin avril, et donc le webinaire de ce soir qui est consacré à la thématique la prévention et la gestion des accidents. Un dernier webinaire sera organisé le 24 juin et fera la synthèse de cette concertation. Donc, nous vous y invitons dès à présent pour que vous puissiez y participer. Je signale l'existence de la plateforme internet concertation.sureténucléaire.fr qui permet donc de prendre connaissance des comptes rendus des précédentes rencontres qui ont été organisées, mais également de visionner les replays des précédents webinaires. Cette plateforme vous permet également de déposer des avis ou de déposer des questions, et des réponses y seront apportées par les entités, notamment représentées ce soir, EDF, ASN, IRSN, etc. Présent ce soir sur le plateau, alors Christine Noiville, présidente du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, le HCT-ISN, Christophe Quintin, de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, Hervé Bodino, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, Yves Marignac, expert nucléaire de l'Institut Négawatt, incubateur de projets dans la transition énergétique. Nous avons également Bruno Deschamps d'EDF, Anne-Emmanuelle Barrault et Hugo Dorlin, qui représentent le service du Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité, le HFDS. Je signale également la présence de Claude Brévent et de Jean-Louis Laure, qui sont les garants de la concertation, issus de la liste des garants de la Commission nationale du débat public. Leur rôle est de s'assurer du bon déroulement de cette concertation et que le droit à l'expression et le droit à l'information du public soient garantis. Je signale également la présence à distance de Jérôme Dichart et de Arnaud Gillet, qui représentent la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais également de la Mission nationale d'appui au risque nucléaire, la Marne. Leur rôle, apporter si besoin des compléments et précisions lors des échanges avec le public. Alors nous sommes ensemble pour une durée d'1h30 avec au programme un court temps de présentation par les représentants présents ici en tribune pour répondre justement aux questions en lien avec la thématique de ce soir, à savoir la prévention et la gestion des accidents. Puis nous ouvrirons un large temps d'échange avec le public connecté à ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions et que vous puissiez aussi faire part de remarques ou de suggestions en lien avec la thématique de ce soir. Alors pour respecter le timing de ce webinaire, au programme assez chargé, et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, j'inviterai l'ensemble des intervenants en tribune, mais également des participants donc connectés à ce webinaire, à être directs et concis dans leurs interventions, et je serai pour ma part le gardien du temps de ce webinaire. Avant de donner la parole à Christine Noiville, présidente du HCT-ISN, pour poursuivre cette introduction, je signale que le webinaire est enregistré et qu'il sera mis en ligne sur la plateforme concertation.sureténucléaire.fr et qu'un compte-rendu sera également rédigé sur la base de cet enregistrement, puis mis en ligne également. Le chat de ce webinaire est d'ores et déjà ouvert. Il vous permet donc de poser vos questions, de faire part de vos remarques au fil de l'eau. Le contenu de ce chat sera versé au compte-rendu de la réunion et nous pourrons également venir piocher dans ce chat-là pour pouvoir relayer à l'oral des questions qui y seraient déposées. N'hésitez donc pas à vous exprimer à travers ce chat qui sera donc bien sûr utile.
Madame Noiville, la parole est à vous pour poursuivre cette introduction. Merci beaucoup Hugo et mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. On se retrouve donc pour ce 4e webinaire de cette concertation dont je rappelle, mais la plupart d'entre vous le savent déjà, que le HCTISN a estimé nécessaire de l'organiser alors même qu'elle n'est pas juridiquement obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on a estimé ça nécessaire ? Tout simplement parce que, vous le savez, EDF et le gouvernement ont souhaité que ces réacteurs continuent à fonctionner alors qu'ils ont été conçus à l'origine pour une période, enfin avec une hypothèse de fonctionnement de 40 ans. Et donc on a considéré qu'au passage à 40 ans, il était indispensable, à cet âge qui n'est pas anodin, de demander au public ce qu'il pensait de la poursuite de fonctionnement et surtout de l'en informer et de lui permettre de poser des questions. Alors, à nos précédentes rencontres en ligne, nous avons évoqué des sujets qui ne sont pas spécifiques aux réacteurs de 1300 MW et à leur passage des 40 ans, mais qui sont évidemment des sujets cruciaux quand on envisage la poursuite de fonctionnement des réacteurs les plus anciens. On a envisagé la question du vieillissement, la question du changement climatique, et ce soir, c'est un autre sujet extrêmement important qu'on va aborder, celui de la prévention et de la gestion des accidents graves en matière nucléaire. Alors on parle de quoi quand on parle d'accidents graves ? À la fois des accidents liés à une cause industrielle, comme une défaillance d'un équipement, ou à une cause naturelle, comme un tremblement de terre, mais aussi les accidents liés au terrorisme ou à une attaque en cas de conflit armé, puisque on sait que les centrales nucléaires sont malheureusement des cibles privilégiées. Alors, la question ce soir, c'est est-ce que notre pays est prêt à gérer au mieux ces éventuels accidents ? De quoi dispose-t-on comme plan, comme principe, comme outil pour les prévenir et pour y faire face ? Quels sont les rôles respectifs de l'exploitant, du préfet, du maire, de l'ASN, de l'IRSN, etc. Est-ce que tout ça s'articule correctement ? Est-ce qu'on fait assez d'exercices de crise ? C'est une question qui est souvent posée. Est-ce que les gens sont convenablement informés sur ce qu'il y a à faire en cas d'accident ? Quid de la distribution de comprimés d'iode ? Enfin voilà, toute une série de questions qui sont évidemment cruciales et que l'on a souhaité aborder ce soir. Alors comme d'habitude, je le rappelle, c'est important, vous aurez sur le sujet des présentations courtes, mais aussi la possibilité, dans la foulée, de poser toutes les questions que vous voudrez et de faire toutes les observations que vous jugerez utiles sous l'œil vigilant donc, de nos deux garants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci madame. Bon, justement, je vous propose de commencer cette table ronde avec les diverses présentations qui vont être faites pour justement tenter de répondre le plus possible donc, aux questions qui ont été donc, listées par madame Noiville. Alors effectivement, ce sont des interventions courtes. Vous avez 5 minutes pour pouvoir présenter chacun donc, le sujet. Et puis après, on pourra ouvrir ce large temps d'échange avec la salle pour pouvoir approfondir ces sujets-là et rentrer plus dans le détail s'il le faut. Pour commencer cette table ronde, je propose de donner la parole en premier lieu aux représentants du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, donc le HFDS, et en l'occurrence Anne-Emmanuelle Barraud, qui va vous présenter les grands principes et enjeux en matière de sécurité. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auquel j'appartiens, et le bras armé de l'État en matière de contrôle de la sécurité des matières nucléaires, des installations et des transports. Dans l'acception du HFDS, il faut avoir à l'esprit que le but de la sécurité nucléaire est de 2 ordres. La prévention contre le vol et le détournement de matières nucléaires et la prévention des actes de sabotage avec, à l'esprit, c'est protéger les enjeux vitaux de la France, c'est-à-dire la protection des populations et les intérêts industriels. Donc la sécurité nucléaire, c'est quoi ? C'est un ensemble de briques composées donc de protection physique au profit de la protection contre les actes de sabotage, le suivi physique, la comptabilité des matières nucléaires pour ce qui concerne la prévention contre le vol, également la cybersécurité, qui est un sujet de plus en plus prégnant, notamment quand on voit les évolutions que l'on rencontre actuellement. Et en regard de ces briques, il y a un certain nombre de sujets transverses, comme le management de la sécurité, la culture de sécurité, bien évidemment, et la protection de l'information. J'insiste assez fortement sur la protection de l'information. S'agissant de la sécurité nucléaire,
les sujets dont on traite et les informations, documents et autres qui sont liés au sujet que l'on traite revêtent un caractère particulièrement confidentiel et sont couverts pour la plupart par le secret de la défense nationale. Il faut avoir à l'esprit que le régime concernant la sécurité nucléaire a des responsabilités partagées qui sont complémentaires entre d'un côté la responsabilité de l'État, par exemple pour les sujets d'anticipation vis-à-vis de la sécurité nucléaire, mais aussi des responsabilités partagées complémentaires entre l'État et l'opérateur, aussi bien en prévention qu'en réponse à ce qui pourrait se produire sur une installation, sur la matière nucléaire. Et on est au cœur du sujet sur la protection des installations et de la matière quand on a effectivement la seule responsabilité de l'opérateur qui est, pour le coup, regardée de manière fine par les services de l'État qui regardent la cohérence d'ensemble. Nous, en tant que ministre coordinateur, on regarde ça avec attention. Je voulais porter à votre connaissance effectivement les principes généraux de sécurité et de protection. Il faut savoir qu'on travaille sur 2 types de référentiels qui sont utilisés pour apprécier ce niveau de protection. On a d'abord les arrêtés, qui sont des arrêtés de documents publics qui sont en application immédiate du Code de la Défense, qui donnent un certain nombre d'obligations de moyens, mais également une logique de performance. Et on a la Directive nationale de sécurité, donc la DNS, qui est le document qui définit le cas de charge des menaces qui pèsent sur les opérateurs du nucléaire. Et ce document qui donne essentiellement des objectifs de performance, finalement qui conduisent à identifier un certain nombre d'objectifs de performance, est protégé par le secret de la défense nationale. L'objectif, il est assez simple. Pour les opérateurs, c'est de protéger les installations nucléaires et les matières nucléaires contre des menaces qui pèsent sur ces installations, ces menaces ayant pour la plupart un sujet de terrorisme. Voilà. On regarde de ces menaces qui sont de plusieurs ordres. L'opérateur met en place un système de défense qui est par fonction de sécurité, qui seront développés par la suite par EDF, voilà, en partie, et qui sont déclinés dans la profondeur. Je voulais, au regard du webinaire qui se déroule aujourd'hui, par rapport au réexamen qui se profile sur les 1300, il faut avoir à l'esprit qu'il va y avoir un certain nombre de modifications, de travaux qui vont être mis en œuvre suite à ce réexamen. Et dans le cadre de ces travaux et de ces modifications, il y a une forte articulation sûreté-sécurité. Je pense que l'ASN appuiera aussi en ce sens. Il y a une forte articulation sur ces 2 axes, parce que toute modification, quelle qu'en soit la nature, l'origine, que ce soit pour des raisons de sûreté, des raisons de sécurité, elle doit faire l'objet d'un examen approfondi vis-à-vis de l'analyse de sécurité faite par l'opérateur pour vérifier déjà que les travaux qui en découlent ne vont pas conduire à affecter la sécurité, que si ça l'affecte éventuellement, il y aura une compensation qui sera mise en place pour toujours avoir un niveau de sécurité satisfaisant, et que la modification telle qu'elle sera déclinée au final ne remet pas en cause l'analyse sécuritaire qui avait été faite initialement sur l'installation. Dans ce registre-là, les échanges d'informations qu'on a avec nos homologues de la sûreté, mais également au sein de l'IRSN, qui est notre appui technique commun, permettent d'avoir une vision d'ensemble, une vision des grands projets et des travaux qui s'annoncent, et de pouvoir, nous, au niveau de notre service, de s'assurer que la sécurité est toujours prise en compte et n'est pas oubliée. Voilà, je vous remercie. Merci madame. Alors justement, vous traitez de l'articulation entre la sécurité et la sûreté, et pour cette raison, je propose de donner maintenant la parole donc à Christophe Quintin, qui représente l'autorité de sûreté nucléaire, pour nous présenter les grands enjeux et les principes en lien avec la sûreté maintenant. Merci en 5 minutes également, et merci pour le respect du timing. Merci. Donc, j'ai prévu de commencer par vous parler des interfaces sûreté-sécurité en matière de modification, puisqu'on parle de réexamen périodique. Et un réexamen périodique, c'est l'occasion d'implanter un grand nombre de modifications. D'une manière générale, quand on fait une modification pour la sûreté, ça contribue à rendre l'installation plus résistante aux agressions. Et donc, on a un effet positif pour la sûreté et pour la sécurité en même temps. Donc, sans rechercher particulièrement à bénéficier aux 2, mais c'est de fait. Un bon exemple qui est assez simple à comprendre, c'est les diesels d'ultime secours qui ont été installés après Fukushima. Donc, ce sont des diesels mis hors d'eau qui rajoutent en fait une diversité dans les sources d'alimentation électrique interne.
Donc ça en rajoute 2. Et un agresseur qui voudrait supprimer toutes les sources d'alimentation électrique externe, le travail sera beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà. C'est un bon exemple de synergie. Il arrive parfois qu'on ait des vulnérabilités nouvelles qui soient introduites. Alors pour prendre un bon exemple encore, c'est lorsqu'on remplace un système analogique par un système plus moderne, informatisé. Donc c'est naturellement dans l'air du temps. À ce moment-là, parce qu'on s'est informatisé, on rajoute une vulnérabilité, ça peut attaquer. Et donc, ces vulnérabilités font l'objet d'une analyse par les services du HFDS et l'IRSN, et c'est traité de façon adaptée. Ce qu'il faut noter, c'est quand même intéressant à savoir, dans le cas des particuliers des systèmes informatiques, c'est que nous avons des exigences très particulières en termes de sûreté pour les systèmes informatiques qui rentrent dans le cœur de la protection des installations. Et donc, en fait, on interdit le code mort. Donc, le code mort, c'est un code qui ne sert à rien. Et ça, en fait, de fait, ça interdit à l'exploitant d'acheter en fait, un logiciel sur étagère et de l'adapter pour faire du contrôle-commande, ce que font tous les industriels. Et donc, on est obligé de faire du code à la main. Et pour un attaquant, un code qui est fabriqué sur mesure, c'est extrêmement dur à attaquer. Voilà. Donc ça, là encore, il y a un lien étroit entre sûreté et sécurité. Et puis, je voulais finir sur ces interfaces en rappelant qu'il y a un enjeu particulier pendant les phases chantier. Parce que quand on construit, quand on met en place une modification, et ben à ce moment-là, on installe des échafaudages, on perce des murs, etc. Et donc, c'est là où souvent on introduit des vulnérabilités. Et donc, il y a un article du Code de la Défense que j'ai cité ici, qui est le R1333-73, qui prévoit que quand les inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire voient des failles de sécurité, ils en informent le HFDS. Donc, c'est ce qu'on fait. De sécurité. Voilà. Donc, typiquement, si on voit un échafaudage qui est juste à côté d'une clôture, ou si on voit un trou dans un mur qui n'a pas été traité correctement, ça, c'est des choses qu'un inspecteur sûreté peut voir. Il y a des choses plus compliquées qu'il ne verra pas, mais ça, il le voit. Et on appelle à ce moment-là les services du fonctionnaire. Et ça marche bien. Ça passe par moi, en général. Je passe au sujet du jour sur les accidents. Donc, il y a un grand principe international qui est celui de la défense en profondeur. Et il y a un principe aussi qui est de retenir 5 niveaux de défense en profondeur. Donc le premier, qui est le plus important au départ, c'est de construire une installation qui ne génère pas d'incidents. Et donc, on a une installation sûre quand elle fonctionne comme c'est prévu. Donc, on prévient les incidents. Ensuite, on peut avoir des incidents qui font apparaître des alarmes. Et donc, c'est le travail des opérateurs en salle de commande de traiter les alarmes pour revenir dans l'état qui était attendu. Lorsqu'on a des choses plus sérieuses, à ce moment-là, on arrive dans un accident et donc on rentre dans des procédures spécifiques qui sont des procédures incidentelles et accidentelles qui sont inspectées et qui sont régulièrement testées par les exploitants. C'est ce qu'on teste en exercice. Après, si ça se dérive encore, on rentre dans ce qu'on appelle les accidents graves, où là, en fait, on n'a pas réussi à maîtriser l'accident. On va arriver dans une phase plus compliquée, dont on pourra parler tout à l'heure, parce que, pour le coup, sur les réexamens périodiques 4e génération, là, c'est quelque chose d'important. Et enfin, le dernier niveau de défense en profondeur, il est majeur. C'est les mesures mises en place pour protéger les populations. Donc ça, c'est une action des pouvoirs publics, mais pas que des pouvoirs publics. C'est aussi un rôle de chacun, toutes les personnes qui habitent autour des installations, de s'intéresser à ce qui est attendu d'eux en cas d'événement sur une installation nucléaire. Et on n'est pas toujours très bon pour en parler. Juste pour vous donner un petit zoom, et Hervé en parlera un peu plus. Donc, dans le cadre du 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW, on s'intéresse évidemment à l'ensemble des axes de la défense en profondeur, sauf le dernier, qui est traité donc par les pouvoirs publics, mais qui n'a pas de lien avec les réexamens périodiques. Et donc, il y a 2 modifications sur lesquelles Hervé s'étendra un peu plus, qui sont vraiment en lien avec donc les accidents graves et qui visent à rendre ces accidents graves plus facilement gérables. Voilà pour moi. Merci. Mais justement, vous tendez le relais donc, à votre voisin de table, donc Hervé Bodino de l'IRSN. En 5 minutes, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques dispositifs mis en œuvre justement pour prévenir et gérer des accidents ? Merci Hugo. On va respecter le timing, tout le monde l'a respecté. Donc pour aller dans la suite de ce que Christophe Quintin vous a explicité, typiquement, si on arrive à l'accident, c'est d'éviter. Alors, un accident, c'est quoi sur une centrale nucléaire? Finalement, pour que tout le monde le comprenne bien,
et les grands accidents nucléaires nous le rappellent, c'est éviter finalement de dégrader son combustible. Si on ne dégrade pas son combustible, finalement, on ne mettra pas de radioactivité dans l'environnement, et c'est bien ça, on le rappelle depuis plusieurs webinaires, c'est de préserver finalement le combustible, qu'il reste intègre, et généralement, pour pouvoir dégrader le combustible, c'est de perdre son refroidissement. Donc, dans le cadre du 4e examen périodique, une des grosses modifications emblématiques, qui est quand même issue du retour d'expérience de Fukushima, on le sait bien, si malheureusement on n'est pas en capacité de refroidir le combustible, on arrive à la dégradation, voire jusqu'à la fusion, ce qui s'est passé à Fukushima. Dans le cadre du 4e examen, EDF, M. Ravassal vous l'a expliqué lors des webinaires précédents, 200 modifications. S'il y en a bien une qui est emblématique, eh bien, c'est l'ajout finalement d'un nouveau système. Alors, son petit jargon, je suis désolé, il s'appelle le ASU, mais tout simplement, c'est un système de refroidissement ultime. On va trouver une pompe, un échangeur. Et dans la première fonction de ce système, dans un premier temps, c'est comme l'a expliqué Christophe Quintin, finalement, c'est quand tout ce qu'on a sur l'installation défaille, qu'est-ce que j'ai en plus que je n'avais pas avant pour sauver la mise et ne pas aller à l'accident et rejeter dans l'environnement finalement des radioéléments. Donc c'est encore une diversité supplémentaire qui n'est pas située d'ailleurs physiquement au même endroit que les autres matériels, que l'injection de sécurité. Vous le savez, qu'on a un problème, si on a une brèche sur le circuit primaire où est finalement la matière radioactive, eh bien, il faut tout le temps mettre de l'eau. Et donc, si on a des pompes qui sont prévues d'origine qui ne fonctionnent pas, quelle qu'en soit l'origine, elle peut être malveillante. Si on a attaqué les sources électriques, comme le disait Christophe, eh bien, il faut trouver un nouveau système qui permet d'injecter de l'eau. Donc on a tout le temps notre réservoir d'eau borée qui est là, qui existe, c'est le fameux réservoir PTR que vous voyez sur la petite figure au milieu en bleu. Et donc on a un nouveau système. Tout ce qui est en orange, vous voyez sur le système, c'est du nouveau, c'est ce que l'exploitant met. Donc sur le schéma, ça paraît simple à mettre en œuvre, mais concrètement sur l'installation, ce sont vraiment d'énormes travaux où on se rend compte là. La première fonction de ce système-là, ça sera d'injecter de l'eau. Ce n'est pas de refroidir dans un premier temps, c'est vraiment de mettre de l'eau dans le circuit primaire pour garantir finalement le refroidissement du combustible pour éviter qu'il se dégrade. Et puis, si malheureusement on n'arrive pas à refroidir correctement ou que la mise en œuvre du système n'a pas été assez rapide, l'objectif, on le sait en termes de sûreté, c'est de préserver le confinement. Et dire concrètement, c'est quoi préserver le confinement ? C'est préserver le confinement du bâtiment réacteur. Et donc, pourquoi ? Pas tout le temps, minimiser les rejets dans l'environnement. Alors, comment on traduit ça concrètement en termes d'action ? D'une part, c'est l'amélioration du confinement. On l'a expliqué, je crois, on a pu faire des analogies en mettant des pots composites. Donc, vous voyez, il y a, sur la petite figure à droite, il y a un bâtiment réacteur avec 2 murs. Et vous voyez un espèce de trait vert, comme si on mettait un bonnet, finalement, à ce bâtiment réacteur. Et c'est de la peau composite que l'exploitant est amené à mettre pour renforcer l'étanchéité finalement du béton. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'accident, dans le pire des cas, la pression de la température dans le bâtiment réacteur augmenterait. Et donc, si on a des petites fissures, elle pourrait travailler, s'ouvrir, et donc la matière radioactive, même si elle passe sa première barrière, elle est collectée. Le but, c'est vraiment de rendre le plus étanche possible le bâtiment réacteur. Donc ça, c'est une action très concrète, compliqué à mettre en œuvre parce qu'aller entre les deux murs, vous voyez que c'est pas si simple que cela. Mais EDF s'y est engagé dans le cadre du quatrième réexamen périodique à le faire sur l'ensemble des réacteurs concernés. Et puis, c'est malheureusement l'accident grave. L'accident grave, là, on va jusqu'à la fusion du cœur, c'est-à-dire que on n'a pas réussi à refroidir et donc il faut gérer cela. Donc EDF a présenté dans le cadre du 4e réexamen périodique une nouvelle stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la R&D qui a été faite et on s'est rendu compte, on le voit bien au travers des grands accidents, que pour pouvoir gérer ce corium, alors je rappelle le corium, c'est le combustible fondu avec tous les amalgames métalliques qu'il y a dans la cuve, un magma finalement à l'image d'un volcan qui fait que ça perce la cuve parce que c'est très très chaud et donc ça va tomber dans le bas du bâtiment réacteur et ce qu'il ne faut absolument pas, c'est que finalement ce magma il grignote le béton, et qu'une fois le béton grignoté se retrouve dans l'environnement parce qu'on peut avoir une nappe phréatique en dessous. Donc c'est comment on gère ce corium, et donc ce qu'on s'est rendu compte au travers de la recherche, l'IRSN fait de la recherche, et donc on a pu challenger EDF sur ce sujet-là, c'est finalement le plus simple, vous l'imaginez bien, vous avez un peu de la lave, ou si vous prenez une bougie qui fond, plus c'est liquide, mieux c'est, et pour que ça soit liquide, il faut que ça soit sec. Si vous mettez de la lave dans l'eau, instantanément, elle va se figer, et si vous voulez qu'elle s'étale bien, pour qu'elle ne grignote pas forcément tout le béton. Donc, il va falloir l'étaler à sec. Donc, c'est pour ça que EDF a fait des modifications pour faciliter, finalement, si malheureusement il y avait une percée de la cuve, que ce corium s'étale bien sous la cuve. Et une fois qu'il est étalé, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire un refroidissement et amener de l'eau. Il y a des trappes fusibles, c'est prévu, pour finalement refroidir
ce corium à long terme. Et là, on retrouve le système que je vous ai présenté sur la diapo suivante, où là, le mode échangeur va fonctionner, parce qu'on va mettre de l'eau, qu'on va refroidir sur le long terme. Tout ça, pourquoi? Parce que ça va préserver, ça va abaisser la pression et la température du bâtiment réacteur, ça va préserver son étanchéité. Et pourquoi? On le rappelle, la sûreté nucléaire, c'est d'éviter de rejeter des radioéléments vers l'extérieur, et donc on garantit finalement le confinement du bâtiment réacteur. Et j'en ai fini, Hugo. Super, merci. Je me tourne maintenant vers Bruno Deschamps d'EDF. Alors, une petite question. Comment donc EDF, en tant qu'exploitant du parc nucléaire français, intègre ces grands enjeux en matière de sécurité et de sûreté? Voilà, la parole est à vous. Merci. Cette première planche met en lumière le parc nucléaire français avec 57 réacteurs nucléaires en exploitation. Flamanville 3 en phase de démarrage. On n'y trouve plus Fessenheim, ce n'est plus une INB, il n'y a plus de combustible nucléaire. Et je profite de ce slide pour dire que tous les dispositifs de protection des centrales nucléaires contre les actes de malveillance jusqu'au niveau du terrorisme s'appliquent à toutes ces centrales, qu'on soit sur un palier 900 MW, les plus anciens, que sur un palier moderne comme l'EPR. Je rappelle que la production d'électricité est classée dans les secteurs d'activité d'importance vitale, donc SAIV, et qu'à ce titre, une centrale nucléaire est un point d'importance vitale, un PIV, et on répond à la réglementation du Code de la Défense, et on est fréquemment contrôlé par le HFDS sur les différentes exigences. Ça a été dit tout à l'heure par Madame... Excusez-moi de vous interrompre, vous pouvez développer le PIV, ce que c'est pour le grand public? D'accord. Donc, une centrale nucléaire est un point d'importance vitale, c'est-à-dire que dans les enjeux importants de protection sur le territoire national, le fait d'être un site nucléaire qui détient de la matière nucléaire, on doit répondre à un certain nombre d'exigences particulières en termes de sécurité et de protection de l'installation contre différents types d'actes de malveillance. Ça a été dit tout à l'heure aussi, de se protéger contre le vol de la matière nucléaire. Donc, il a été dit tout à l'heure, donc le système est très réglementé. On applique la directive nationale de sécurité qui, en fait, décline un certain nombre de menaces qui ont été établies par l'État. Ça a été dit tout à l'heure, on ne pourra pas les partager ensemble aujourd'hui parce que c'est classé secret de la défense nationale. Il y existe un plan particulier de protection, le PPP, qui est établi par chaque centrale, et ce document recense finalement tous les moyens à mettre en œuvre, techniques, organisationnels, pour répondre aux menaces, et en particulier en situation réelle d'un événement. Et puis le PPP, qui est là plus de responsabilité de la préfecture, qui a également établi un plan de protection externe, parce que finalement, face à une menace, EDF joue son rôle en tant qu'opérateur, mais toutes les forces de l'État sont bien sûr impliquées pour la gestion et la maîtrise de l'événement. Alors, le système de protection physique des centrales, donc il englobe toute l'installation nucléaire de base, avec un certain nombre de dispositifs de protection que j'ai représentés en vert. Ensuite, on y voit l'installation nucléaire, l'ouvrage industriel de production d'électricité, et dans notre modèle, on a pour objectif de protéger des cibles. Alors, les cibles, je ne peux pas les citer. Par contre, il y a un lien immédiat avec la sûreté, tel que ça a été expliqué tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est de protéger ces cibles qui sont, bien sûr, sur l'installation. Les menaces, j'ai essayé de les résumer en trois grands domaines. La menace externe,
Ne pas oublier la menace interne, puisque la menace, elle peut être interne. Et puis, d'actualité aussi, la cybermenace, qui est aussi un point à prendre en compte. La particularité, c'est que tous nos systèmes de protection de l'installation, protection physique de nos installations, vis-à-vis de la menace cyber, en fait, ce sont des systèmes isolés. Ils sont connectés à rien, donc ça, c'est une force. Ce n'est pas des systèmes ultra modernes, par contre, ils sont connectés à rien. Et là, l'attaque cyber, elle devient beaucoup plus compliquée. Le système de protection physique de nos centrales, on peut le décliner en 4 grands principes: dissuader, détecter, retarder et intervenir. Alors là, encore une fois, dévoiler tous nos dispositifs, je ne vais pas pouvoir le faire, mais je vais quand même pouvoir vous donner quelques exemples. Dissuader, quand vous voulez rentrer dans une centrale nucléaire, vous allez passer par tout un tas de dispositifs de contrôle. On peut voir des choses un peu similaires dans le domaine de l'aéroportuaire. Si vous approchez d'une centrale nucléaire, vous allez voir cette première barrière qui est un grillage sur lequel est posé des panneaux tous les 10 mètres, je crois, indiquant ZNAR, zone nucléaire à accès réglementé. Ce qui veut dire que franchir cette zone sans autorisation peut entraîner des sanctions pénales. En termes de détection, on a tout un tas de dispositifs. Je voudrais citer le fait que toute personne qui est amenée à accéder à une centrale nucléaire, qu'on soit EDF, prestataire ou VIP, on est soumis à une enquête administrative. En 30 secondes, une minute maximum. Pour finir ? Oui. Mais j'ai presque terminé. Super. En termes de détection, on a mis en place récemment des nouveaux dispositifs tels que la biométrie. Pour se projeter dans une centrale nucléaire, on a un badge. Le fait d'avoir mis en place de la biométrie pour l'accès aux zones sensibles, c'est un renforcement extrêmement fort. Parce que le badge, on peut se le faire voler et être mis sous contrainte pour avoir le code. Le fait d'avoir la biométrie, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Retarder, on a tout un tas de dispositifs de retardement pour mettre en pénalité la menace avant d'atteindre les zones sensibles. Et puis intervenir, vous le savez tous, on a les forces du PSPG en permanence sur nos sites. PSPG, peloton spécialisé par la protection de la gendarmerie. Donc voilà, donc des gendarmes en permanence sur le site. Et leur rôle, c'est intervenir. En fait, ils vont se placer entre la menace et nos cibles et neutraliser la menace avant qu'elles atteignent les cibles. Et j'en arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur Deschamps. Pour terminer cette table ronde, puis ensuite donner la parole donc au public connecté à ce webinaire, je donne la parole donc à Yves Marignac de l'Institut Negawatt pour nous faire part de son analyse par rapport aux mesures qui ont été évoquées sur comment gérer, comment prévenir et gérer les accidents. Voilà. Oui, merci. Alors je vais effectivement essayer de mettre ça, tout ce qu'on a entendu un peu en perspective rapidement. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que ça a été dit tout à l'heure, ces installations ont été conçues avec une hypothèse de 40 ans et elles y arrivent. Ça veut dire qu'en fait, en termes de référentiel, le référentiel qu'on appelle VD4, qui nous projette pour à minima une dizaine d'années de fonctionnement de plus, c'est un référentiel qui en fait porte une échéance qui se situe plus de 75 ans après le début de la conception de ces réacteurs, et c'est dire à quel point, effectivement, l'enjeu d'une adaptation des réponses apportées aux différents risques, à l'évolution des menaces et aussi au renforcement continu des objectifs, puisqu'on on cherche à améliorer la sûreté, à quel point cet enjeu est fort, puisqu'on est toujours, d'une manière ou d'une autre, prisonnier en partie de la conception initiale. Et donc je voulais commencer par rappeler ce point qui me semble assez essentiel, et j'y reviendrai. Ensuite, je vais revenir sur la notion de défense en profondeur. Vous voyez qu'on est en phase dans les éléments fondamentaux de doctrine, heureusement, pour rappeler que effectivement l'évolution, le référentiel
applicable en matière de sûreté a évolué et continue à évoluer. Il évolue fortement à l'occasion de la VD4 parce que on a pris en compte notamment, c'est pas les seuls éléments. VD4, visite décennale. Pardon. VD4, juste pour préciser. Oui, visite décennale, pardon. La 4e visite décennale VD4. On a pris en compte notamment les éléments que j'ai fait figurer ici, les grands accidents ou les grandes catastrophes nucléaires. Et globalement, on a, et c'est un point essentiel, un renforcement des moyens de prévention et de gestion des accidents qui est soumis à examen et à discussion publique. Et on a des questions. Je fais partie, avec l'Institut Négawatt et d'autres membres de la société civile, des acteurs qui portent un regard critique sur ces sujets. On peut, par exemple, interroger la bonne prise en compte de l'évolution des connaissances par rapport au risque sismique ou par rapport au risque climatique. Ce dernier point a été discuté récemment. On peut discuter de l'enjeu qui est croissant avec le vieillissement, mais pas seulement, de maintien en conformité des équipements importants pour la sûreté. Il y a un sujet que moi j'aime rappeler systématiquement quand on me parle d'amélioration de la sûreté, qui est celui de l'érosion en fait au fil du temps des marges dont dispose l'installation vis-à-vis des exigences, et puis le renforcement tel que l'a indiqué Hervé Bodino, avec les moyens de noyaux durs notamment, etc., est un renforcement qui d'une part vient corriger dans les niveaux 4 et 5 des éléments plutôt défaillants à la conception. Donc ça interroge sur l'équilibre des moyens pour assurer la sûreté. Et d'autre part, en particulier quand on parle du récupérateur de corium, interroge quand même sur les incertitudes propres à la modélisation et au déroulement comme il faut de situations d'accident par rapport à ce qui est projeté. Mais en tout cas, on peut avoir cette discussion, et j'insiste là-dessus parce que mon dernier point porte sur l'équivalent du point de vue de l'évolution du référentiel de sécurité. Et là, malheureusement, l'application du secret défense empêche, de mon point de vue, d'apporter des réponses à des questions que je considère légitimes. Alors j'ai placé là aussi des éléments de référence, les attentats du 11 septembre bien sûr, beaucoup plus près de nous l'invasion de l'Ukraine et l'occupation quand même inédite de la centrale de Zaporijia. Évidemment, toute l'évolution des menaces possibles, les drones et leur progrès considérable pour le meilleur et pour le pire, l'irruption de l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut vouloir dire du point de vue de la cybermenace notamment, d'autres menaces existantes. Et fondamentalement, si je reviens à la question de la conception, les centrales nucléaires ont été conçues à une époque où les actes de malveillance susceptibles d'atteindre leur disposition de sûreté étaient pratiquement nécessairement soutenus par des États et couverts d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr que ça a été explicite à l'époque, mais en tout cas, la doctrine, fondamentalement, était que c'était couvert par la dissuasion nucléaire. Et les menaces telles qu'on a pu les imaginer ces dernières décennies, et a fortiori celles qu'on peut imaginer aujourd'hui, ne sont pas couvertes par cette conception. Et donc, il y a une vraie question aujourd'hui derrière le secret sur la réalité et la qualité de la prévention, sur l'évolution même de ce qu'on appelle les menaces de référence, donc ce qui est décrit dans la directive nationale de sécurité. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des rapports parlementaires sur la manière dont les exploitants appliquaient une réévaluation des menaces de référence après le 11 septembre. On n'a pas l'équivalent de cette traçabilité publique en France. Et puis, a fortiori, et j'en finis là-dessus, la question fondamentale qui a été évoquée tout à l'heure par l'ASN de l'interface sûreté-sécurité, c'est-à-dire la manière dont les dispositions de sûreté sont robustes aux conséquences d'actions de malveillance qui, par nature, vont chercher à provoquer des situations non couvertes par la démonstration de sûreté. Cette question, elle est entière et pour moi, elle est aujourd'hui fondamentale. Et malheureusement, la situation institutionnelle et la logique d'application très étendue du secret fait qu'on ne peut pas avoir cette discussion. Voilà, merci.
Merci monsieur pour cette intervention et effectivement qui porte un certain nombre de questions. Alors peut-être que ça va venir nourrir les questions justement du public qui est connecté à ce webinaire et les intervenants présents ici en tribune pourront certainement réagir à certains points que vous avez évoqués lors de votre présentation au fil des échanges qui vont avoir lieu. Donc je vous propose d'ouvrir ce temps d'échange d'une durée d'1 heure avec vous connectés à distance pour pouvoir répondre au maximum à vos questions. Quelques règles pour entamer ce temps d'échange. La première, c'est donc la priorité sera donnée aux questions qui seront posées à l'oral, mais néanmoins, une équipe est présente sur le studio pour analyser donc les questions et les avis qui sont déposés sur le chat et pourront aussi nous reléguer certaines de ces questions afin que je m'en fasse le porte-voix. Nous prendrons les questions par série de 2-3 pour ensuite donner la parole aux intervenants présents sur le plateau pour y apporter des réponses. Merci de vous présenter en introduction de vos interventions et de bien penser à activer vos micros dans vos paramètres audio. Et enfin, un point essentiel, vous avez le droit bien évidemment de ne pas être d'accord, mais les expressions devront bien entendu être cordiales, se faire dans le respect des uns et des autres et être constructives et argumentées. Je vous remercie, la parole est à vous et il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions pas assez techniques. Voilà, vous pouvez bien entendu poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Voilà, la parole est à vous. Je me tourne vers la régie pour voir si certaines mains virtuelles se lèvent et auquel cas nous vous ouvrirons votre micro afin que vous puissiez vous exprimer. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite s'exprimer à l'oral? Oui, alors la régie me fait signe que oui, donc on vous ouvre votre micro et vous pouvez prendre la parole. Vous nous entendez? Alors, je ne sais pas de qui vous parlez. Est-ce que c'est bon. En tout cas, on entend quelqu'un. Merci de vous présenter du coup. Merci. Merci, Hervé Billiet. Je suis passionné par les problèmes de risque. Après une grande carrière d'officier de sapeur-pompier, toute la défense qui a été présentée tout à l'heure repose bien évidemment sur la disponibilité de l'eau. Cette eau, on risque de devenir de plus en plus difficile à approvisionner dans un certain nombre de cas. Qu'est-ce qu'il est prévu dans le cadre de cette révision pour pallier à d'éventuels manques en eau? Je parle d'approvisionnement général, pas de pousser de l'eau dans les bâtiments. Alors, merci monsieur pour cette question. J'en profite pour vous rappeler que sur la plateforme concertation.sureténucléaire.fr, il y a le replay aussi du webinaire sur l'adaptation au changement climatique et que, à mon avis, il y aura certainement une réponse à cette question donc dans le webinaire. D'ailleurs, la réponse y est. Mais néanmoins, peut-être que les intervenants présents en tribune pourront avoir un mot sur ce point-là. Je me tourne vers la tribune pour voir si une autre personne souhaite intervenir à distance. Alors dans ce cas-là, je vais peut-être reprendre un avis qui a été déposé sur le chat. Donc concernant la protection des piscines de combustible et quid de la résistance des bâtiments combustibles face à des attaques terroristes. Exemple, attaque aérienne, crash intentionnel, avions de ligne commerciale, avions cargo, plusieurs avions d'affaires susceptibles de transporter des explosifs, etc. Donc nous avons déjà 2 questions. Si personne ne souhaite prendre la parole, on peut déjà commencer à répondre à ces 2 premières questions. Alors sur la disponibilité de l'eau, l'approvisionnement et potentiellement le manque d'eau, je vois que l'ASN souhaite intervenir. Je vous propose une réponse à 2 voix. Je parlerai d'abord de la vie normale. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les besoins en eau pour la sûreté des installations sont très faibles par rapport aux besoins en eau pour le fonctionnement du réacteur pour produire de l'électricité. Et en fait, on a des réacteurs dans le monde qui sont construits en plein milieu du désert et qui arrivent à fabriquer de l'électricité. On a besoin de quelques mètres cubes d'eau par seconde. Donc en fait, ce n'est pas un problème dans la vie normale. Je laisse Hervé répondre en cas d'urgence. Et donc, même si on se rend compte que finalement le débit en eau, d'un point de vue sûreté, est très faible, dans le cadre du 4e réexamen périodique, EDF s'engage finalement à construire de nouveaux systèmes, de nouvelles réserves, pour que finalement, si la source normale de refroidissement du réacteur était défaillante, soit on a un stockage en dur qui résiste à tout, parce que c'est des exigences noyaux durs qui sont construites sur certaines centrales, soit de nouveaux puits dans lesquels on irait pomper de l'eau pour assurer ce faible débit sur les systèmes de sûreté. Voilà, donc d'un point de vue sûreté, finalement, le 4e réexamen périodique amène encore un nouveau système pour amener de l'eau. Ça, c'est un des règles de Fukushima, notamment. Et sur la prise en compte des attaques aériennes, alors peut-être EDF ou le HFDS, à vous de voir.
Et puis aussi, Monsieur Marignac souhaite intervenir, donc ça sera une réaction à 3 voix. Je peux commencer. Ça a été présenté d'ailleurs très bien par M. Marignac par rapport à la chronologie des faits. Effectivement, le 11 septembre 2001 est intervenu maintenant il y a un certain temps. Depuis, les directives nationales de sécurité ont été mises en œuvre. Bien entendu, on ne peut pas imaginer qu'une telle menace n'ait pas été considérée, même si je ne vais pas plus loin dans le déploiement de cette DNS, dans le développement de cette DNS. Ce type de menace a bien été pris en compte et c'est un sujet qui est intégré par les opérateurs lorsqu'ils établissent leur système de sécurité. Des compléments de la part d'EDF, puis d'Yves Marignac ? Non, de mon côté, rien à ajouter. Effectivement, donc, ce qui est important, c'est que côté opérateur, par rapport aux différentes menaces de la DNS, celle-ci est bien prise en compte, sans pouvoir détailler le comment on le fait. Là, je vais avoir un avis un peu divergent. Pour moi, cette question illustre effectivement la manière dont, derrière le secret, se cachent potentiellement des vulnérabilités qu'on veut taire. J'entends que les scénarios post-11 septembre font partie aujourd'hui, à travers la directive nationale de sécurité, des menaces de référence. Mais on observe sur les référentiels applicables sur le parc, y compris à travers le référentiel mis en œuvre pour les réacteurs 1300 avec leur 4e visite décennale, un écart qui est difficile à expliquer et encore plus à justifier, entre ce qui a été mis en œuvre et introduit pour le réacteur EPR, puisque là, fait partie de son référentiel le fait, à travers ce qu'on appelle la coque avion, de protéger non seulement le bâtiment réacteur, mais également le bâtiment, le bâtiment combustible, donc avec la piscine, d'une chute de tout type d'avion. Clairement, le même référentiel n'est pas applicable du point de vue des dispositions de sûreté, donc de la robustesse en dur en génie civil du bâtiment, ce qui veut dire qu'a priori, la sécurité repose uniquement, de ce point de vue, sur des dispositifs de prévention. Et donc, on a un parc à 2 vitesses, et c'est, encore une fois, du point de vue du grand public, en tout cas d'acteurs qui n'ont pas à connaître des dispositions mises en œuvre et de ce qui est couvert par le secret de défense nationale, c'est assez difficile à comprendre et ça génère, en tout cas c'est mon sentiment, l'idée qu'il y a des vulnérabilités aujourd'hui plus grandes qu'on ne veut le dire du point de vue de ce type de risque. Alors peut-être un rebond du HFDS, en tout cas des représentants du service du HFDS. Oui, un complément effectivement pour indiquer que finalement la réponse à la question que vous posez, qui est celle finalement de la menace aérienne des sites, c'est pas forcément qu'une réponse d'opérateur du nucléaire. Parce qu'il faut bien avoir conscience, comme l'a présenté Anne-Emmanuelle Barrot, que la réponse et ce à quoi les opérateurs doivent faire face au travers des menaces de référence dont on a parlé tout à l'heure, c'est avant tout une réponse complémentaire de l'État et de l'opérateur. C'est effectivement, tout à l'heure, vous posiez la question, finalement, au travers de votre présentation, de Zaporijjia et finalement d'un contexte éventuellement qui pourrait être celui, non pas d'une menace terroriste, mais d'une menace symétrique, étatique, d'un État vers l'autre, avec le contexte ukrainien que vous connaissez. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que la responsabilité de la surveillance de l'espace aérien français est la responsabilité de la défense opérationnelle du territoire. Et donc, c'est bien l'État qui garantit déjà la protection de l'espace aérien et de l'espace terrestre et de l'espace maritime, bien évidemment. Donc, l'opérateur n'est pas seul pour répondre face à cette menace. Et là aussi, où je pense que c'est important d'avoir en tête ce sujet du point de vue, finalement, de la prévention, mais pas limité au nucléaire, dans le sens où l'État a travaillé, et effectivement, dans le périmètre du ministère, nous avons la DGAC, notamment, pour ne pas la citer. Et il faut savoir que depuis 2001, il y a forcément eu beaucoup de travaux de prise en compte du risque à la fois de menaces externes, c'est-à-dire de terroristes qui pourraient s'emparer d'aéronefs et les détourner aux fins qu'on a tristement connues le 11 septembre 2001, et puis aussi au sujet de la German Airwings, plus récemment, où effectivement on a un individu qui, ce qu'on peut constituer une menace interne, ce qui a été présenté par EDF. Et donc on peut effectivement considérer qu'il y a eu un bon nombre de mesures qui ont été prises
côté sécurité, enfin sûreté aérienne comme on l'appelle, là pour le coup, ce qu'on va appeler nous la sécurité aérienne, pour faire en sorte que des hypothèses comme celle-ci ne puissent pas se reproduire, en tout cas sur notre territoire. Et Hervé Bodino, très rapidement, pour revenir Juste après VA Public. Un dernier complément pour se rapprocher du DRP4 1300 finalement. Qu'on parle du bâtiment réacteur ou de la piscine de stockage de combustible finalement, et on l'a vu, c'était à la télé avec Fukushima, c'est la perte de refroidissement du combustible qui est stocké pour éviter qu'il y ait un camion de pompiers qui essaye de mettre de l'eau avec une pompe à béton. Tout simplement, dans le 4e réexamen, EDF diversifie ses moyens d'appoint, et même si on était amené à perdre complètement le refroidissement, EDF a maintenant à disposition ce qu'on appelle le fameux PTR bis. Alors c'est un système de refroidissement parce que le système en dur de la centrale il s'appelle PTR tout simplement, donc on a appelé ça PTR bis parce qu'il y en a un qui n'est pas sur la centrale mais que EDF sera en capacité d'amener sur le site pour restaurer ce refroidissement et faire les compléments en eau d'une piscine de désactivation. Voilà, et ça c'est vraiment spécifique au 4e réexamen périodique. C'est juste ce complément que je souhaitais faire. Merci. Alors, il me semble que quelqu'un est connecté à distance et souhaite intervenir. On reprend une série de questions. Et donc, on active votre micro. Vous pouvez vous exprimer. Est-ce que vous avez bien activé votre micro de votre côté? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on peut... C'est bon, on vous entend. Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je voulais parler donc de l'accueil, le service de l'accueil qui est donc presté et qui donc traite directement les accès. Et donc à une procédure, bien sûr, plusieurs procédures pour la sécurité des centrales nucléaires. J'aurais voulu comprendre un petit peu. Ce service est directement presté donc, et traite avec le COSEN, alors que les entreprises ne sont ni accréditées du CNAPS, et n'ont pas d'habilitation. Alors, merci de bien préciser aussi les sigles de la... Voilà. Alors le CNAPS... Et le CEN aussi, c'était ça. COSEN, voilà. Merci. Le COSEN, c'est un service donc des forces de l'ordre, plusieurs forces de l'ordre qui se sont unies après les attentats, les malheureux attentats que nous avons connus donc à Paris, donc en France, et donc sont unis ensemble pour filtrer et surveiller bien sûr tous les accès des centrales nucléaires. Donc ce COSEN donc donne des autorisations sur les accidents directement au service donc de l'entreprise sous-traitante qui n'est pas accréditée du CNAPS, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas d'habilitation. Et le CNAPS du coup? Alors le CNAPS, c'est le service de sécurité dont bénéficie donc justement le bureau de sécurité des agents EDF. C'est le Conseil national des activités privées de sécurité, voilà, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Merci. Voilà, merci. Donc voilà, ma question c'est, avez-vous prochainement ou déjà mis en place des mesures de contrôle de ces entreprises sous-traitantes qui ont quand même un traitement assez sensible, qui rendent compte bien sûr lors des FEP, c'est des réunions avec le client EDF, donc en général trimestriellement, mais comment contrôler ce traitement de manière journalière? Merci. Et d'ailleurs, il y a une question qui a été déposée sur le chat, c'est les enquêtes administratives sont-elles obligatoires pour entrer sur un site nucléaire? Alors peut-être que c'est lié, du coup, ça pourra peut-être être traité en même temps. Est-ce que une autre personne apparemment souhaite... Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Ah bon, moi je voulais poser une question par rapport à l'eau, parce que je suis riveraine de Saint-Laurent-des-Eaux, et au bord de Loire, la pénurie d'eau est quand même une grosse préoccupation. Et dans un webinaire précédent, quelqu'un d'EDF, je crois, avait dit qu'on était capable maintenant de refroidir des centrales nucléaires sans eau. Donc j'en ai parlé à votre directeur régional, monsieur Combé-Morel, qui m'a dit que c'était pas du tout vrai. Et par contre, il m'a dit que ce qui était innové aux États-Unis, c'était, je crois bien qu'il m'a parlé de Phoenix, c'était de refroidir en utilisant les eaux usées. Dans des pays, dans des régions désertiques où on peut complètement manquer d'eau, ils se sont orientés vers ça. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Sachant que je raconterai à M. Combé-Morel, évidemment, prochainement. Merci. Alors, peut-être qu'on...
Voilà, on va reprendre un petit peu ce sujet-là, donc qui a déjà été un peu abordé tout à l'heure et avec une réponse donc de Christophe Quintin, donc côté ASN. Est-ce qu'on peut déjà commencer par approfondir peut-être le sujet si besoin, et puis après on prendra la deuxième question sur les mesures de contrôle des entreprises pour l'accès en fait au site. Je confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on se passe simplement du point de vue de la sûreté, il y a, le problème d'approvisionnement en eau n'est pas un problème, parce que dans une rivière très petite, vous aurez assez d'eau pour refroidir le réacteur, et dans le pire des cas, vous mettrez en place des dispositifs pour refroidir cette eau. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est éventuellement pour produire de l'électricité, où là on change de volume. Et il y a des centrales en plein désert. Alors effectivement, elles sont refroidies avec de l'eau usée urbaine, mais c'est refroidi pour produire de l'électricité. Est-ce que sur ce point, et le système PTRBIS qui a été mentionné tout à l'heure, on peut mettre sur le site de la concertation des éléments synthétiques qui permettent vraiment d'attester ce qui est dit là. D'accord. Et donc sur la suite, la deuxième question qui était sur l'accueil, donc, le contrôle aux accès. Il y a eu beaucoup d'éléments d'apporter par la personne qui s'est exprimée. Tout d'abord, les enquêtes sont effectivement réalisées par une entité de l'État qui s'appelle le COSEN et qui concerne toute la filière nucléaire. Les enquêtes sont obligatoires. Et toute personne qui est amenée dans le cadre de son activité, pour des activités prestées, va être soumise à une enquête pour pouvoir accéder en centrale. Ça s'applique aussi aux salariés EDF qui sont soumis à un renouvellement de cette enquête tous les ans. Donc je pense que là, je réponds au premier point. Ensuite, la prestation d'accueil. Donc effectivement, pour entrer sur un site nucléaire aujourd'hui, à un moment donné, on va vous donner un badge, ou si vous avez un badge qui permet d'aller d'une centrale à une autre, il va falloir activer ce badge. Donc c'est effectivement une activité qui est sous-traitée au sein de nos centrales nucléaires. Concernant le CNAPS, l'activité d'accueil n'est pas une activité de surveillance. Le CNAPS délivre une autorisation d'exercer une activité de surveillance. Donc, ça ne concerne pas la prestation d'accueil. Ensuite, comme toute activité sous-traitée en centrale nucléaire, on se doit d'appliquer un certain nombre d'exigences et d'avoir, entre autres, un programme de surveillance. S'assurer que le prestataire il réalise la prestation telle que demandée dans le cahier des charges. La personne a évoqué la notion de FEP, ce sont des fiches d'évaluation prestataire, ce sont des fiches d'évaluation de la prestation. C'est un dispositif centralisé et qui amène parfois à demander des plans d'action particuliers aux prestataires si, d'une manière un peu globale, on sent des défaillances dans leurs compétences et dans la manière de déployer les marchés. Je crois que j'ai dit... alors l'autre point extrêmement important qui a été évoqué, c'est les personnes d'accueil peuvent délivrer un badge. Par contre, le dispositif d'enquête COSEN est traité par une autre entité qui est gérée au niveau national. Et donc, la personne de l'accueil ne peut pas, aujourd'hui, délivrer un badge à une personne qui n'aurait pas l'autorisation de rentrer en centrale nucléaire. Les choses sont séparées. Il y a une autre entité qui est en relation avec le COSEN et qui met l'autorisation dans une application qui n'est pas du tout accessible à la personne qui va délivrer le badge. C'est ce qu'on appelle la séparation des droits. C'est une action qu'on avait menée et proposée à l'autorité il y a quelques années. Merci. Alors on a une autre personne connectée qui souhaite intervenir. Ah non, désolé, il me semblait que effectivement, j'ai oublié. C'était simplement pour rappeler, pour
que la dame qui s'est exprimée sur l'eau, qui avait une question très intéressante, et Madame Noiville, que la question de l'eau, comme on a déjà eu un webinaire sur le changement climatique, cette question a été posée et de mémoire, la réponse figure de manière très détaillée sur le site de la concertation où EDF a détaillé finalement une réponse sur ce sujet-là. Donc je peux qu'inviter la dame à aller sur le site de la concertation. Elle y trouvera tous les éléments de réponse et si elle n'y trouve pas les éléments, de reposer une question complémentaire pour compléter la réponse. Voilà, c'était juste rappeler qu'il y avait beaucoup de réponses déjà sur le site de la concertation. Merci Hervé Bodino. Une personne souhaite prendre la parole et puis après j'ai deux avis déposés sur le chat que je pourrais donc relayer à l'oral. Bonsoir, merci pour ces présentations. Donc, je suis Dominique Delizy de la CLI de Nogent-sur-Seine et j'ai une question, mais qui est vraiment très courte, celle-là. Donc, c'est en matière d'amélioration des mesures de gestion pour se préparer ou pour prévenir des accidents, y compris en matière d'augmentation de la vulnérabilité, comme ça a été exposé. Comment sont pris en compte en fait les incertitudes, les marges d'erreur? Donc concrètement, par exemple, quelles sont les pondérations, s'il y en a de fait, qui sont faites en matière de défaillance matérielle? Donc là, on est en supposition, bien sûr. Défaillance matérielle, de problèmes d'assurance qualité, de radioprotection, de FOH, donc comme négligence, erreur humaine ou organisationnelle. En tout cas, merci pour vos réponses. Merci. Je relais maintenant une question déposée sur le chat. Est-ce que tous les sites de production nucléaire ont-ils été mis à niveau à date sur les nouvelles recommandations de sécurité-sûreté qui ont pu être abordées, présentées dans le cadre de la table ronde? Voilà. Et l'autre question, concernant la menace externe, il y a quelques années que toutes les centrales nucléaires ont été survolées par les drones. Est-ce que les auteurs de ces survols ont été identifiés? Voilà 3 questions, du coup. Et la parole est à la tribune pour pouvoir... Et les mesures qui ont été prises depuis. Et voilà, oui, c'est vrai. Il y avait cette phrase. Allez, je me lance sur les marges, les incertitudes. Hervé Bodino. Donc, je vais essayer de faire une réponse. Alors, c'est une question assez large, finalement. C'est quelque chose qui nous préoccupe, bien évidemment, qu'on fait notre expertise. D'une part, vis-à-vis de la fiabilité des matériels, la première chose qu'on regarde, c'est les données de fiabilité. L'avantage que l'on a avec le parc d'EDF, c'est que pour faire des unités de fiabilité, il faut un très grand nombre de matériels. Et c'est bien avec les années d'expérience de fonctionnement de ces matériels qu'on est capable de dire, eh bien, finalement, ce type de matériel, cette pompe, ce robinet, il y a une chance sur tant qu'il dysfonctionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données de fiabilité. Et ce qui nous permet, in fine, au final, de faire ce qu'on appelle des EPS, des évaluations probabilistes de sûreté, qui va nous dire, finalement, où sont les maillons faibles sur l'installation, parce que le point le plus vulnérable où on risque d'avoir la défaillance, c'est tel point. Donc ça peut nécessiter soit un remplacement du matériel, soit finalement une modification pour améliorer au global la fiabilité. L'autre point aussi important, c'est bien d'avoir des matériels fiables, mais c'est des hommes et des femmes qui sont aux commandes d'une centrale. Et ce qui est important, si par exemple on se projette dans une situation accidentelle, c'est d'être sûr que finalement ce que l'on a prévu, eh bien l'opérateur qui est en salle de commande, le rondier, c'est-à-dire l'agent de terrain EDF qui va aller manipuler les vannes, aller mettre en service du matériel, lui, sur le terrain, sont en capacité de le faire. Et ça, M. Quintin pourra en témoigner à côté de moi, parce que quand il va aller faire une inspection, il peut demander, dans le cadre d'une inspection, à jouer, par exemple, tel scénario, vous venez de perdre telle situation, top chrono, c'est parti, vous prenez la procédure et on va sur le terrain pour voir si vous êtes en capacité de le faire. J'imagine, je ne sais pas si sur les aspects de sécurité, c'est des choses qui peuvent être vérifiées, je pense, voilà, de mettre en situation pour s'assurer finalement que l'opérateur est en capacité de faire les choses sur le terrain. Et donc ça, on voit bien que là, on lie le facteur humain et le matériel pour finalement, au final, avoir suffisamment de garantie de l'opérabilité de l'action qui est envisagée. Voilà. Un complément de la SN par conséquent, je sentais qu'Hervé Bodino tendait le relais une fois de plus. Non, c'est bon? Non, pour confirmer ce qu'il disait, il y a les études et puis la validation des dossiers de l'exploitant, donc ça c'est le travail de l'IRSN. Et nous, en inspection, on va vérifier que ce qui était fait en théorie dans les dossiers est effectivement ce qui arrive sur le terrain. Je ne vais pas vous dire que c'est toujours vrai. J'ai un exemple récent la semaine dernière où un opérateur n'a pas su mettre en œuvre les moyens prévus, les moyens complémentaires de mobile de crise. Donc ça arrive. Et à ce moment-là, on se retourne vers EDF en disant améliorer les choses. Sur le survol de drones,
Alors, moi, je voulais juste rebondir sur la question, en espérant avoir bien compris, la question de mise à jour des installations au regard des référentiels sûreté-sécurité-sécurité. Je voulais juste dire que par rapport à la sécurité nucléaire, vis-à-vis du référentiel qui est posé, du référentiel réglementaire, l'opérateur a produit pour l'ensemble de ces sites ce qu'on appelle des études de sécurité. Et ces études de sécurité abordent et démontrent la manière dont ils répondent aux menaces. Et en fait, ces menaces telles qu'elles sont aujourd'hui posées et qui sont donc à jour. Voilà, c'est dans le cadre de l'instruction de ces dossiers qu'on est en capacité de dire que les sites ont été mis à jour d'un point de vue sûreté-sécurité. Oui, et sur la sûreté, faut être clair, là on est en train de préparer en fait le programme du réexamen périodique, donc ça a été présenté à l'autorité de sûreté, validé, mais on est dans la phase amont de concertation et donc les modifications, elles n'ont pas été faites sur le terrain. Sur le sujet des drones, écoutez, je me raccroche à la réponse que j'ai faite tout à l'heure, effectivement, en partie sur la menace aérienne dans sa globalité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est deux choses. D'un point de vue prévention, ce qu'il faut d'ores et déjà savoir, c'est que autour de ces sites qui sont sensibles pour nous, on a effectivement, d'un point de vue aérien, des zones interdites de survol, c'est-à-dire que tout aéronef, y compris drone, commet une infraction pénale à partir du moment où il rentre dans l'espace aérien au-dessus de la centrale. Alors, ce n'est pas un espace infini jusqu'à l'espace, justement. C'est un cône, c'est-à-dire qu'on peut quand même avoir des aéronefs qui passent au-dessus de ce cône. Mais en tout cas, sur tous nos sites nucléaires et pas uniquement sur nos centrales nucléaires, on a donc ces zones interdites. Ce qui fait que tous les survols dont parlait la dame sur la question, je crois que c'était une dame, ont fait l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire que systématiquement les opérateurs déposent plainte et donc c'est la justice qui prend la main avec les services de police et de gendarmerie pour traiter et poursuivre les détenteurs et les individus qui, le cas échéant, ont fait voler ou passer des drones dans ces espaces interdits. Donc que ce soit par inadvertance ou de manière délibérée, puisqu'il arrive aussi qu'on ait des survols par inadvertance, des pilotes qui frôlent la zone, qui passent juste à côté, qui font l'objet aussi de poursuites de la justice. Et puis, je ne peux pas me prononcer sur l'aspect justice et poursuites pénales et réponses pénales, puisque je n'ai pas l'exhaustivité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les services du haut fonctionnaire et défense de sécurité suivent l'intégralité des événements de sécurité de cette nature-là qui se produisent sur les sites, et on est en parfaite coordination avec l'opérateur pour faire en sorte que si d'aventure on devait avoir une action de cette nature, toutes les mesures soient prises pour poursuivre les auteurs. Yves Marignac. Oui, merci. Je vais réagir sur plusieurs points, en commençant par le dernier, parce que ce que j'entends en creux, c'est que, en fait, les auteurs de ces survols n'ont probablement pas été identifiés, parce que je pense que s'ils l'avaient été, vous auriez pu nous le dire, puisque ça serait publiquement l'objet de poursuites pénales en direction des personnes concernées. Mais en tout cas, la manière dont vous avez répondu me conforte, moi, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment que, effectivement, les dispositions existantes ne suffisent pas à empêcher ce type d'événement. Et je pense que c'était malheureusement vrai à l'époque où ces survols ont eu lieu, et que compte tenu de l'évolution des technologies, ça a des chances d'être au moins aussi vrai aujourd'hui. Je peux me tromper, mais malheureusement, je n'ai par définition du secret défense pas de moyen de le savoir. Et la réponse que vous avez faite tout à l'heure sur la sûreté aérienne, et donc le fait que là aussi, en creux, vous avez confirmé ce que j'évoquais, c'est-à-dire que la protection vis-à-vis de ce type d'événements, donc chute volontaire d'avions commerciaux, repose sur la détection et l'interception. Et donc là, je ne vais certainement pas ouvrir une discussion sur les dispositifs en place tels qu'on les connaît et l'efficacité qu'on peut leur prêter, mais objectivement, on peut avoir des doutes sur cette efficacité. Et puis je finis par la question à la fois la prise en compte des incertitudes et l'évolution pour la mise à niveau. D'abord, sur la mise à niveau, il faut être assez clair. La mise à niveau finale des installations nucléaires, y compris les réacteurs 900 MW, c'est-à-dire la fin de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs, notamment prévus dans le cadre du retour d'expérience Fukushima, n'interviendra qu'aux environs de 2035,
sur l'ensemble des réacteurs. Alors évidemment, il ne faut pas noircir le trait, puisque l'essentiel, en tout cas les dispositifs les plus importants, notamment le récupérateur de corium, notamment ce fameux système de refroidissement EASU, etc., seront mis en œuvre plus tôt que ça. Mais ça prend du temps à être déployé. Et donc pendant ce temps-là, il y a un écart en fait entre le discours sur le référentiel applicable et l'état réel des installations. Et puis l'écart, il vient aussi, je l'évoquais tout à l'heure, de toute la question des marges qui sont rognées au fil du temps et des incertitudes. Et là, ça serait un sujet en soi, mais clairement, dans les réévaluations de sûreté, dans la manière dont on requalifie certains équipements à des normes sismiques plus élevées, par exemple, en considérant qu'ils tiennent ces normes plus élevées juste parce qu'ils avaient de la marge pour les tenir, et plein d'exemples de ce type-là, et tous les sujets évidemment de non-conformité, voire de vices cachés, puisque je crois d'ailleurs que le Haut Comité organise très prochainement un webinaire sur le sujet des fraudes, etc. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de bonne caractérisation de l'état de conformité et de la marge vis-à-vis des requis du point de vue de la sûreté, et ça serait sans doute vrai aussi du point de vue de la sécurité, mais là encore, le secret de la défense nationale empêche d'en discuter. Un court rebond, ou est-ce qu'on enchaîne sur d'autres questions? Parce que je sais que d'autres personnes souhaitent prendre la parole dans le public. Alors, c'est bon, votre micro dans le public est activé pour la personne qui souhaite s'exprimer. Vous pouvez prendre la parole. Est-ce que votre micro est bien activé? Je peux y aller, vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Bonsoir à toutes et tous. Gilles Reynaud, membre de l'ANCLI. Donc moi, j'ai deux interrogations concernant la situation des salariés de la sous-traitance. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, savoir, les personnes présentes là, sur votre plateau, si vous pensez que le dumping social, la mise en concurrence des travailleurs entre eux, quand on fait de la radioprotection, quand on fait des métiers de logistique nucléaire et qu'on est sous la convention collective, par exemple, du transport. Hein, on n'est pas on conduit pas des camions, quoi. On n'est pas sur une autoroute ou sur une voie de circulation. On fait de la radioprotection, on fait des métiers quand même qui sont avec des enjeux importants. Et donc, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va envisager une convention collective pour les salariés de la sous-traitance? Parce qu'aujourd'hui, ce dumping social qui est organisé ne favorise pas la sécurité et la sûreté nucléaire. Donc, je pense que vous devriez vraiment travailler là-dessus, parce que les parlementaires en 2018 le préconisaient, les syndicats de l'énergie aussi. Et donc, voilà, je crois qu'il est temps de faire quelque chose dans ce sens-là pour redonner un petit peu peut-être envie à des jeunes de venir travailler au sein de la filière. Et le deuxième sujet, ça concerne la situation de crise. On a des personnels, donc sous-traitants, prestataires, qui sont sur les installations. On a donc des radioprotectionnistes et des manutentionnaires qui sont là, qui savent utiliser les engins, faire des gestes, faire des choses importantes pour nous tous. Pourquoi est-ce que on s'entête à ne pas organiser avec les travailleurs prestataires, les salariés qui sont présents, la situation de crise pour minimiser l'impact pour les populations? Voilà, j'ai terminé. Merci pour vos réponses. Merci. Une autre personne? A priori, oui. Vous m'entendez? On vous entend bien. Alors, dans le cadre de la loi TSN qui permet donc à tous les inspecteurs du nucléaire d'accéder sans entrave dans les centrales nucléaires dans le cadre de leur travail ou sur des visites inopinées et bien sûr en cas d'urgence. Pourquoi ces inspecteurs passent systématiquement par l'accueil et doivent présenter leur ordre de mission à des hôtesses d'accueil pour pouvoir accéder alors qu'ils sont inspecteurs et inspectrices, et pourquoi ils doivent réencoder leur badge systématiquement par chaque centrale et chacune de leurs visites, sachant que ces inspections peuvent se passer aussi la nuit. Il n'y a pas de service d'accueil, donc la sous-traitance de l'accueil n'est pas là la nuit. Comment ça se passe en cas de nuit? Lors des visites à 4 heures du matin, on fait attendre l'inspecteur jusqu'à 6 heures quand l'accueil arrive.
Merci pour cette question. J'ai une question aussi sur le chat que je vais vous lire. Concernant la protection des populations, où en est la mise en place des plans intercommunaux de sauvegarde? Ils devraient être déployés en 2025? Non, au point d'interrogation plutôt. Donc peut-être que les représentants je reprends mes notes, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, mais également de la mission nationale d'appui au risque nucléaire, la Marne, pourront avoir un mot sur ce sujet. Je vous propose maintenant de répondre à ces questions qui ont été évoquées. Alors je vois l'ASN lève la main pour débuter les réponses. Je vais répondre sur les conditions d'accès des inspecteurs, parce que c'est une de mes marottes. Comme je vais quand même souvent sur le terrain et que ça m'arrive assez souvent d'être bloqué. En fait, reprenons du départ. On est inspecteur, on a le droit de rentrer de jour et de nuit. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter des règles de sécurité, parce qu'il n'y aurait rien de plus facile que de prendre en otage mes enfants et de dire, si tu fais pas ça, je tue tes enfants. Et donc, c'est des choses qui existent. C'est très classique dans le monde de la banque, et donc pas loin en France. Et donc, on est obligé de montrer patte blanche. Après, ce qui est important, c'est que le délai pour rentrer sur site soit raisonnable. Un délai raisonnable, pour nous, c'est moins de 20 minutes. Donc, moi, les consignes que j'ai données, c'est si jamais ça coince plus de 20 minutes, on colle PV. PV pour entrave. Je peux vous dire que ça m'est arrivé, moi, sur le site de Flamanville une fois. C'est remonté jusqu'à la direction des affaires juridiques d'EDF dans l'heure. Et ça a été traité rapidement. Mais on y fait très attention. De nuit, en fait, il n'y a plus de, comme vous le disiez, il n'y a plus de prestataires en accueil, mais il y a des agents EDF. Et donc, ça passe par les agents EDF. Et à ce moment-là, ça suit les mêmes procédures. On sait, côté inspecteur, que les agents EDF sont un peu moins rodés au logiciel que les personnes en journée. Donc, ça peut prendre plus de temps. Ceci étant, les règles de 20 minutes, on y tient absolument. Pourquoi 20 minutes? D'abord, c'est un temps à peu près standard qu'on trouve dans d'autres corps d'inspection, sauf l'inspection du travail, parce que l'inspection du travail, au-delà de 5 minutes, c'est trop long. Mais 20 minutes, on est à peu près sûr que pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de mettre la poussière sous le tapis, quoi. Voilà. Bruno Deschamps, un complément? Alors, peut-être juste, vous compléterez, Monsieur Quintin, mais en fait, les badges sur une centrale nucléaire, pour les inspecteurs de l'ASN locaux qui sont présents sur les installations très fréquemment, le sujet de réencodage du badge, etc., en fait, il n'existe pas. Par contre, on a fixé des règles sur des périodes plus longues, où là, effectivement, il y a nécessité de repasser à l'accueil et de faire revalider le badge. Par contre, globalement, pour les inspecteurs de l'ASN, l'inspecteur du travail, avec qui les sites sont en relation permanente, il n'y a pas besoin de faire cette réactivation du badge. Et je n'ai rien à compléter sur ce qu'a dit M. Quintin. Effectivement, même si c'est une autorité de contrôle, il y a un minimum de choses à contrôler pour s'assurer déjà d'une chose, qu'on a bien les bonnes personnes devant nous. Juste quand même pour enfoncer le clou, parce que évidemment ces règles, elles sont édictées par les besoins de protection et de sécurité nucléaire. Nous sommes, nous, en premier chef, assujettis à cette règle-là, aussi bien en inopiné ou non en inopiné. L'idée étant effectivement de justifier de la raison pour laquelle on vient sur une installation. On ne peut pas le faire sans le justifier clairement. Ouais. Donc nous, en premier chef aussi. Il y avait une question donc du coup sur la sous-traitance qualifiée de recours dumping social et des potentiels impacts sur les enjeux de sécurité. Voilà. Je répondrai pas sur le sujet convention collective parce que c'est pas un sujet ASN. Ce que je peux dire, c'est qu'on est très attentif à la qualité du travail réalisé dans les domaines que citait M. Reynaud. Et donc il y a deux choses que l'on peut faire. Un, c'est vérifier que le travail est bien fait. Et deux, la réglementation, donc c'est l'arrêté, donc on appelle arrêté INB, station nucléaire de base, impose en fait que l'exploitant, donc EDF dans le cas présent, fasse une surveillance adaptée des activités importantes dont font partie tout ce qui concerne la radioprotection. Donc en inspection, on vérifie que les salariés travaillent, les sous-traitants travaillent correctement. Et si jamais on trouve qu'ils ne travaillent pas correctement,
on se retourne vers EDF en disant vous surveillez mal. Voilà. Et on s'assure aussi que la surveillance faite par EDF est faite correctement. Et justement, côté EDF, peut-être un complément ou Non, tout à l'heure, dans le domaine sécuritaire, il y a relativement peu d'activités sous-traitées. Il y a une partie des activités de gardiennage, mais ça reste limité. Et puis la prestation d'accueil, effectivement. Mais une grande majorité des autres activités sensibles de surveillance, de détection pour lancer une crise sécuritaire sont en interne. Et l'organisation est telle que il est vrai qu'on mobilise assez peu de prestataires dans ce dispositif-là, mais c'est volontaire. Donc là, c'est géré assez rapidement par les ressources internes EDF et puis les forces de l'État pour gérer la crise sécuritaire. Donc là, je réponds pour le sécuritaire. Je ne réponds pas pour le volet sûreté, mais voilà, ça reste très compétence EDF et les forces de l'État pour gérer une crise sécuritaire. Et c'est volontaire. Et sur l'autre partie de la question qui était sur les situations de crise, comment on les gère par rapport à tout ça? Oui, c'est un sujet qu'évoque assez fréquemment M. Reynaud et que je trouve intéressant. Donc le Code du travail impose des choses assez dures pour les gens qui sont des intervenants en situation d'urgence radiologique. Donc selon l'exposition qu'ils peuvent avoir en crise, il y a des obligations de formation préalables. Et en tout cas, le minimum, c'est une obligation d'information avant intervention. Donc si on faisait intervenir des entreprises sous-traitantes pour épauler l'exploitant, ça nécessiterait de s'assurer que ces règles sont mises en place. Et pour revenir un peu plus, prendre un peu de hauteur, en fait, on a bien expliqué que côté sécurité, en fait, la sécurité, c'est un continuum entre exploitant et forces de l'ordre et État. En sûreté, c'est pas du tout ça. On demande à l'exploitant de se débrouiller seul. Voilà. Et sa démonstration de sûreté, elle repose sur ses moyens propres. Alors, Monsieur Marignac. Oui, rapidement, je pense qu'il y a trois questions quand même, trois sujets essentiels derrière la question de Gilles Reynaud. Il y a d'abord effectivement la manière dont la sous-traitance et notamment la sous-traitance en cascade a pu contribuer à dégrader les conditions de maîtrise globale, on va dire, de réalisation de chantiers, etc. Et donc potentiellement atteindre la sûreté ou en tout cas la meilleure qualité possible de sûreté. Et c'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui toute une dimension des démonstrations de sûreté qui traite de la question du facteur organisationnel et humain. Je laisse de côté par ailleurs la question qui soulève souvent, enfin le problème du dumping social lui-même, qui est effectivement une autre question. Le deuxième point, c'est la mobilisation des travailleurs sur site et des personnes présentes en cas de situation de crise. Le retour d'expérience des grandes catastrophes que sont Tchernobyl et Fukushima nous enseigne que c'est absolument crucial dans la gestion d'une situation qui, par nature, quand elle advient, comporte des dimensions imprévisibles et donc non prévues. Et donc, il a tout à fait raison de soulever ce point et je pense qu'il y a un vrai travail de préparation à faire là-dessus. Et puis le troisième point, quand même, du point de vue de la sécurité, c'est le fait que la sous-traitance est... à la fois la sous-traitance en chaîne et le turnover dans les entreprises concernées qui sont moins disantes rendent d'autant plus difficile la maîtrise qui était évoquée tout à l'heure sur la vérification les enquêtes sur les personnels, etc. Et de la même manière que Christophe Quintin évoquait tout à l'heure les possibles défaillances du point de vue de la mise en œuvre de chantiers de sûreté, d'échafaudage, etc. L'introduction sur site de personnel par nature plus difficile à suivre et à couvrir par des enquêtes à travers ces sous-traitances me semble être aussi un point possible de vulnérabilité. Une petite réaction en complément sur la partie sécurité. Donc pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, toute personne qui accède, donc là on est dans le cadre du régime qu'a présenté Emmanuel Barrot sur le secteur d'activité d'importance vitale,
toute personne, y compris visiteur, est soumise à une enquête administrative. Donc, même si davantage il devait y avoir un turnover quel qu'il soit, toute nouvelle personne est soumise à une enquête administrative et un accès ne peut pas se concevoir sur un des sites de l'opérateur sans que cette enquête soit revenue du service enquêteur national, qui est donc le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sur lequel nous avons tutelle et qui a été créé à notre initiative en 2017. Et donc, qui a cette mission de coordonner les enquêtes administratives d'un point de vue national, puisqu'on a des prestataires qui travaillent un jour à Saint-Laurent, le lendemain à Cattenom, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ce qu'il faut savoir en termes de sécurité, c'est que les entreprises prestataires sont soumises à notre autorisation, c'est-à-dire qu'au travers de l'autorisation qui est délivrée au titre de la sécurité, une entreprise ne peut pas travailler au profit de l'opérateur si elle n'a pas été autorisée par nos services, ce qui implique qu'il n'y a pas d'hypothèse d'enchaînement de sous-traitance en cascade, puisque tout est borné à l'entreprise qui a été déclarée par l'opérateur. Merci. Alors, très rapidement pour conclure sur ce sujet, avant de répondre à la dernière question de la série précédente. Côté sûreté, la sous-traitance, elle peut avoir du bon parce qu'elle permet d'avoir quelqu'un qui connaît bien le domaine sur lequel il est en train de travailler. Un de nos sujets de préoccupation, c'est de s'assurer que l'exploitant il est toujours compétent sur l'ensemble de l'installation. Et là, la sous-traitance, des fois, elle peut conduire à ce que l'exploitant il sache plus comment marche son installation. Merci. Maintenant, donc, l'autre question sur la protection des populations et la mise en place des plans intercommunaux de sauvegarde. Et a priori, la question est de savoir si d'ici 2025, ça sera le cas. Alors, je me tourne vers la régie pour savoir si les représentants donc, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et représentants également de la mission nationale d'appui au risque nucléaire peuvent intervenir et apporter des réponses à ces sujets. On vous entend ? Ouais, bonjour. On vous entend bien. Oui, très bien. Oui, effectivement, c'est une obligation pour les communes ou les structures intercommunales d'établir un PCS ou un PICS. Mais là, alors, on veut bien la petite définition. Le plan communal de sauvegarde, ce sont les mesures que prennent une commune pour gérer la crise. On va dire, pour résumer pour les auditeurs, voilà, c'est en quelques mots. Ils ont effectivement cette obligation, mais là, je ne dispose pas des données propres aux communes ou aux structures communales qui sont à proximité immédiate des sites nucléaires. Donc, je n'ai pas cette donnée-là à disposition. Entendu. Merci. Je vous propose donc de redonner la parole au public et 2 personnes a priori souhaitent s'exprimer. Donc, allons-y avec une... Ah, monsieur Laure, le garant souhaite intervenir. Il y a une question qui porte sur les petits réacteurs de nouvelle génération, les SMR. Voilà, il y a une question un petit peu répétée qui n'a pas été traitée, peut-être. Oui, c'était la sécurité nucléaire dans la perspective de la construction des SMR sortant totalement du domaine public. Voilà, comment on traite ce sujet-là. Donc, ça sera donc la première question de cette série-là. Et je vois que... Voilà, on donne la parole maintenant, donc, du coup, à un intervenant connecté. Bonsoir, Régis Weissrock pour les voix du nucléaire. Monsieur Correa a partagé 2 liens vers des vidéos dans le chat et les modérateurs ont dit qu'elles seraient ajoutées au compte rendu. J'ai 2 sujets là-dessus. La première vidéo laisse sous-entendre qu'en cas de noyage du corium, il y aurait des explosions de vapeur qui seraient destructives. Je suis relativement sceptique sur le sujet. La seconde vidéo s'appelle IRSN court. Dans cette vidéo, il y a un montage qui juxtapose des propos d'un expert de l'IRSN au sujet de dégagement d'iode en cas d'accident grave. Et ça laisse sous-entendre qu'en cas d'accident grave, il y aurait des dégagements d'iode qui traverseraient les enceintes de façon massive. Je voudrais avoir l'avis de l'IRSN sur ces 2 vidéos, leur pertinence et leur crédibilité. Merci. Alors, une troisième question avant de répondre à cette série. Alors, quelqu'un est connecté. Voilà, on vous entend très bien. Ok, ben moi c'est pour réagir à ce qui a été dit là concernant la gestion de crise. Je voudrais juste rappeler un événement, enfin à Fukushima, Fukushima Daini. À Fukushima Daini, ils ont été aussi inondés, ils avaient perdu la source électrique. Et ce sont des salariés sous-traitants qui ont réussi à réalimenter les circuits de sauvegarde. Donc, je pense qu'il serait temps, en France, de faire quelque chose dans ce sens-là. Merci.
Merci, nous avons donc nos 3 questions. La première étant sur le quid des SMR, comment on traite ce sujet-là? Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à des questions sur les SMR, mais allons-y. Alors, il faut se rappeler que dès qu'il y a matière nucléaire, enfin, j'ai pas bien compris en fait quand il posait la question, quand la question était posée concernant la sortie du domaine public. J'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait derrière ça. Je pense que ce qui est dit, si je peux me permettre de, parce que c'est effectivement un point important, c'est aujourd'hui on a, vous l'avez rappelé, monsieur. Sur plus d'une cinquantaine de sites des réacteurs nucléaires qui sont bien isolés, bien gardés dans des endroits bien connus, etc. Quid si demain il y a une sorte d'essaimage de petits réacteurs sur l'intégralité du territoire? Qu'est-ce que ça pose comme question de sécurité? Alors, oui, effectivement. Alors, il y a juste, nous, le mot d'ordre, dès qu'il y a matière nucléaire, il y aura besoin d'une autorisation. Et dans ce registre-là, il y aura un certain nombre de requis réglementaires auxquels les porteurs de projets devront se soumettre. C'est vrai que c'est un sujet qui émerge de plus en plus, sur lequel l'État a dû s'organiser. Il y a un travail en cours avec les porteurs de projets qui ont été identifiés, qui ont pour certains déposé déjà des dossiers, qu'on est déjà en cours d'instruction. Voilà, je ne sais pas en dire plus dans le cas d'espèce, mais on a un travail, voilà, une organisation qui se met en place. Préciser, oui, c'est ça. Par exemple, donc il y a une entreprise qui s'appelle Jimmy Energy qui a déposé son projet, bien sûr. Est-ce que cette entreprise-là, si elle construisait son réacteur, elle serait obligée de mettre en place les mesures de sécurité dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple un peloton de gendarmerie en permanence? C'est ça en fait. C'est une très bonne question. Mais le peloton de gendarmerie, c'est un moyen de réponse qui a été identifié comme nécessaire par l'opérateur EDF. Les moyens qui seront identifiés comme nécessaires par le porteur de projet Jimmy seront à mettre en place. Et aujourd'hui, on est juste en train d'examiner et d'instruire justement les moyens que l'opérateur Jimmy, voilà, c'est ça, on est en phase de proposition. Les moyens seront différents d'un autre opérateur. Comme aujourd'hui, l'opérateur EDF met en place des moyens qui sont différents d'un autre opérateur. Et ça, ce sera le porteur de projet dans sa démonstration au regard des attentes de performance et de moyens qu'on a édictés au niveau de l'État. Cette démonstration, on devra l'instruire et devra aboutir à une satisfaction pour pouvoir arriver des matières nucléaires. Yves Marignac, sur ce sujet, vous souhaitiez Oui, parce que ce sujet de la sûreté, de la sécurité et de la maîtrise des risques nucléaires associés à un nucléaire beaucoup plus diffus, tel que le projet de certains, il est majeur. Et je pense qu'on a entendu dans l'essentiel, si ce n'est la totalité des réponses qu'on a apportées jusqu'ici, à quel point la nature régalienne de la gouvernance du nucléaire aujourd'hui est essentielle pour maîtriser aussi bien les risques du côté sûreté que a fortiori sécurité. Et donc, le nucléaire diffus tel que le projettent les SMR, c'est un nucléaire qui interroge en profondeur le système de gouvernance. Typiquement, on voit bien que ça n'aurait pas de sens de déployer un peloton de gendarmerie sur chaque petit SMR auprès de chaque site industriel, etc. Alors, peut-être ça aurait du sens, mais en tout cas, la question mérite vraiment d'être posée. Et l'implantation même de ces sites dans des zones urbaines pour du chauffage urbain, quand on sait que certaines zones urbaines sont aujourd'hui abritent des caches d'armes, par exemple, on en trouve dans certaines banlieues, etc. Enfin, quels critères on a par rapport à ce type d'enjeu? Pour moi, c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas de réponse, à laquelle je pense personne n'a aujourd'hui de réponse, et qu'il est urgent de poser de façon concrète et précise, parce que les promoteurs de ces projets avancent, vendent, à mon sens, beaucoup de rêves actuellement, non seulement sur le plan technique, mais sur le plan de la gouvernance, et c'est essentiel. Et puis, un deuxième point, c'est que, a fortiori sur des réacteurs beaucoup plus disséminés, la question de la sécurité ne sera pas seulement celle des réacteurs, mais celle des transports et des entreposages de matière, et d'autant plus que certains de ces réacteurs envisagent d'aller vers
des filières, alors c'est toujours le vieux rêve des filières dites surgénérateurs, etc., donc reposant sur une économie du plutonium beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Et en fait, certaines de ces visions, quand on les transcrit du point de vue de la maîtrise des risques et de la sécurité, ont tout du cauchemar, je pense, pour les autorités. Donc encore une fois, moi je suis ravi, même si cette question a peu à voir avec le sujet du jour, qu'elle soit posée, parce que je pense qu'il y a vraiment urgence, collectivement, à poser cette question de la gouvernance d'une éventuelle émergence du modèle SMR. Bien, merci pour cette question. Par conséquent, donc maintenant, pour poursuivre les réponses aux questions qui ont été posées, c'était plutôt une intervention d'un participant qui mentionnait 2 vidéos qui ont été partagées dans le chat, des vidéos à mon avis qui ne sont pas inconnues de certaines personnes qui ont participé. Je pense que c'est les 2 vidéos que M. Coera a eu le plaisir de nous présenter à Paluel, voilà, tout à fait, qui étaient intéressantes et qui finalement, c'est intéressant parce que ça permet de répondre aux objectifs que j'ai présentés au tout début de mon intervention. Finalement, je vous ai parlé moi-même un peu ce fameux corium. Et peut-être recontextualiser un petit peu, parce qu'il est possible que tous les participants à ce webinaire n'aient pas encore cliqué sur le lien ou aient vu cette vidéo. Donc, alors, de mémoire, la première vidéo, on voyait finalement du métal fondu. Dans la sidérurgie, on voyait une grosse poche de métal fondu et c'est ce que j'ai expliqué. Finalement, ça revient comme un volcan. Je crois que dans la vidéo, on voit aussi un volcan et on voit de la lave qui surgit finalement dans la mer et voir une énorme explosion. C'est ce qu'on appelle une explosion vapeur. Et c'est quelque chose qui est connu, qui est redouté. Et vous comprenez bien que si on arrive jusqu'à la fusion du cœur dans la cuve, évidemment, il ne faut pas qu'on ait une explosion vapeur à ce moment-là parce que dans ce cas-là, on ruinerait, on va dire, tout ce qui est autour. Le bâtiment réacteur, et alors là, c'est Go-la-Fête, c'est tout aux petits oiseaux, pour faire simple. Donc, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai dit EDF est revenu dans le cadre du 4e examen périodique sur sa stratégie, finalement, de gestion de l'accident grave. Et j'ai bien dit dans mon propos que l'objectif était un étalement à sec. Merci beaucoup. Super, la régie. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc, l'objectif, pour éviter cette explosion de vapeur, c'est qu'il n'y ait pas d'eau en dessous. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que le corium il tombe sur une surface sèche. Et dans ces cas-là, vous savez, c'est comme à l'école, quand on apprend est-ce qu'on met l'acide dans l'eau ou l'eau dans l'acide. Ça se passe mal dans un cas. C'est pareil avec le corium. Tout simplement, ce métal fondu, quand il tombe dans une masse d'eau, instantanément, il y a tellement d'énergie à libérer que vous aurez vaporisation instantanée de l'eau. Et c'est ça qu'on appelle l'explosion vapeur et qui est redoutable parce que c'est une libération d'énergie instantanée, quasiment comme une explosion, c'est ce qu'on voit dans le film, qui fait que ça pourrait ruiner, finalement, on voit les murs qui sont aux côtés, on casserait tout, et dans ces cas-là, on aggraverait l'accident. Donc c'est en cela, finalement, que le 4e réexamen périodique, il est super important, parce que d'une part, il va garantir que l'étalement, il sera à sec, jusqu'à se dire, à un moment dans les gestions de crise, quand on rentre dans la crise, je laisse fondre. C'est contre-intuitif, ça. Je laisse fondre, je ne vais pas remettre de l'eau dans ma cuve, parce que si je remets trop d'eau dans la cuve au mauvais moment, et si j'ai suffisamment fondu mon cœur, mais que la cuve n'est pas encore percée, je risque d'avoir cette explosion vapeur. Donc il y a toute une gestion de crise chez EDF, et on est contre-expertisé, là, Christophe Quintin qui fait les exercices de crise, on va jusqu'à la fusion du cœur, justement, pour challenger finalement l'organisation de crise, pour la prise de décision. Est-ce que je mets de l'eau? Parce qu'à un moment, dans la crise, évidemment, on retrouve un moyen d'appoint. Est-ce que je peux mettre de l'eau dans... Et évidemment, instinctivement, on a envie de mettre de l'eau. Non, dans certains cas, il ne faudra pas mettre de l'eau. Il faudra attendre. Alors, vu les réacteurs que l'on a, vous allez comprendre, il y a plein de petites traversées en plus sous la cuve, ce qu'on appelle les traversées de cuve. Et c'est ce qui s'est passé à Fukushima, parce que pour le coup, il y a quelques robots qui ont pu aller voir sous les cuves, voir ce qui s'était passé. Et généralement, c'est des fragilités, ces traversées de cuve, parce qu'il y a de l'instrumentation qui passe par là. Et ce serait au travers, bien évidemment, de ces, on va dire, ces fragilités que le corium passerait en premier lieu, et ce ne serait pas la cuve qui d'un seul coup fait boum, tomberait dans le bas. C'est-à-dire qu'on aurait des coulées, petites coulées, et qui ferait qu'on aurait certainement une vaporisation, mais qui n'amènerait pas une explosion vapeur. Donc c'est vraiment un risque qui est pris en compte. Ça, c'était pour répondre à l'explosion vapeur. Le deuxième film de mémoire... Oui, je vous en prie, Madame Breuse. C'est une question que je me pose depuis que j'ai entendu votre exposé. Vous avez dit que vous alliez renforcer les radiers. Oui. Alors comment on fait pour renforcer les radiers? On met du béton. C'est aussi simple. Oui, mais comment on met du béton sous une cuve qui est déjà mais il y a de la place. Il y a de la place. C'est-à-dire que le local, le puits de cuve, ce qu'on appelle le puits de cuve, il est accessible. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'y va pas. On met on va couler du béton, en plus.
Par-dessus. Merci. C'est une opération qui a déjà été réalisée, il faut que le public le sache, à Fessenheim, parce qu'on avait déjà estimé sur la centrale de Fessenheim que c'était nécessaire, et l'autorité de sûreté nucléaire avait imposé à l'exploitant EDF d'épaissir le radier à Fessenheim, donc ça avait été fait sur les 2 réacteurs. La particularité du RP4, c'est qu'on connaît mieux finalement ce qui se passe en termes de l'interaction qu'on appelle corium-béton, c'est-à-dire cette action du corium sur le béton. C'est pas équivalent en fonction de la centrale. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes, normalement, les tressons faits de la même manière. Mais non, parce que le béton, en fonction de où est construit la centrale, il n'a pas été forcément approvisionné au même endroit. Il peut avoir des caractéristiques mécaniques minimales, bien évidemment, et ça c'est garanti, c'était vérifié à la construction. Par contre, la chimie fait qu'on se rend compte si on a beaucoup de silice ou pas dans le béton, ça va réagir différemment. Et donc, en fonction de cela, les centrales sont catégorisées, et donc EDF a présenté un dossier. Alors, de mémoire, c'est en cours d'instruction, mais ça sera finalisé, ça va passer en groupe permanent d'experts de l'ASN à l'automne de cette année, où on va recommander, alors EDF de lui-même dit sur certains réacteurs, vu le taux de silice, je suis amené à épaissir. Et donc, du coup, comme sur le 1300 MW, il y a moins d'espace que sur le 900 MW, ça pose un souci. Et bien, il va falloir étaler plus, parce que si vous avez un même gâteau, une grosse glace qui fond, mais s'il y a beaucoup de place en dessous, la glace, ça tombera bien. Mais s'il n'y a pas de place, à un moment, ça pourrait toucher. Donc, il va falloir étaler plus, pour faire simple. Donc, c'est la zone d'étalement qui va être plus importante sur les 1300 MW. Mais pour autant, il va falloir épaissir avec le bon béton sur une zone plus importante. Voilà, c'est les spécificités du 1300 MW. Donc ça répond finalement à la gestion du corium, qui est très intéressant, parce que c'est ce qu'on voit dans le film. Les explosions, ça dépend aussi des gaz qu'il y a dans la cuvée là qu'on voyait sur le film. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas en compte. Le deuxième film quand même, parce qu'il faut... En 2 secondes. 2 secondes. La chimie je d'iode. pensais qu'on avait traité les deux. Non, parce que le combustible, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, c'est M. Schwartz, qui était le directeur de la recherche chez nous, disait, oui, pendant un accident, si on va jusqu'à la fonction du combustible, il y aura dégagement d'iode radioactif, excusez-moi. Et c'est bien pour ça que normalement, près d'une centrale, dans le périmètre du PPI, les gens vont chercher leur petit comprimé d'iode à la pharmacie. Pour autant, dans le cas du 4e examen, c'est quelque chose qu'on a intégré on a intégré du retour d'expérience. Depuis TMI, on s'est dit, c'est bête, mais on peut quand même fondre, oui, Three Mile Island, en 1979, qui était mis sur la frise de M. Marignac. C'est de se dire, on peut fondre du combustible. Ah oui, mais si on fond du combustible, et puis là, coup de bol, heureusement, on n'avait pas cassé la cuve, ce qui aurait pu se passer, c'est que si tout avait cassé, ce qui s'est passé à Fukushima, on aurait eu une montée instantanée en pression et en température de l'enceinte. Et là, au malheur, je n'avais pas forcément un système pour garantir finalement l'intégrité de mon enceinte. Donc depuis, le Rex TMI, on l'appelle comme ça, c'est la soupape qu'on a mis, c'est le filtre à sable. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mieux casser la pression et la température de l'enceinte en ouvrant l'enceinte, mais en filtrant ce qu'on rejette. C'est pour ça qu'on a un filtre à sable qui va piéger une bonne partie des radioéléments. Ce qui est exposé dans le film, c'est qu'on a découvert toute cette chimie. C'est-à-dire que l'iode qui va se dégager, il peut être gazeux, il peut être liquide. Et donc c'est pour ça que, de conception, l'exploitant, il a un système, ce que j'appelle la douche, EAS. Comme dans votre douche, vous allez ouvrir l'eau froide, vous allez voir, ça casse la température et la pression, si votre douche est bien étanche. Mais en plus, vous allez mettre une cartouche de soude qui va piéger ces éléments radioactifs. Vous allez piéger dans le liquide. Et en plus, on met des paniers tétraborate de soude, excusez-moi, c'est vraiment de la chimie, pour piéger l'iode à l'intérieur du bâtiment réacteur et éviter qu'il ressorte dehors. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et je reviens à mes pots composites qu'on met pour garantir l'étanchéité, pour vraiment limiter au grand maximum, l'ouverture de ce filtre U5, c'est son petit nom, on l'a évoqué dans le cadre des précédents webinaires, cette fameuse soupape. Si on ne l'ouvre pas, il n'y a pas d'iode radioactif à l'extérieur, si l'enceinte est on va dire étanche. Mais dans le pire des cas, là, comme on a rajouté un nouveau système qui refroidit l'eau, qui est dans le bas du bâtiment réacteur, ce fameux échangeur ASU, on limite très fortement la probabilité d'ouvrir la soupape et de rejeter de l'iode radioactif à l'extérieur. Donc, réponse au monsieur des voies du nucléaire, on les met ou on les met pas, ces 2 vidéos, ou on les met en apportant des précisions pour que ce soit bien compréhensible de tous? Aucun souci, Madame Naville, tout ce qu'on vient de dire, on peut l'expliquer. C'est ça, ça serait pas mal. La demande des garants est publiée, ça c'est très clair. Elles ont été présentées en plus à Paluel, elles sont accessibles. Et elles seront intégrées il faut les aussi. publier sur le site internet et bien sûr tous les commentaires, puisque ça fait débat, vous pouvez les apporter en complément. Elles seront en lien déjà dans le compte-rendu qui sera rendu public et est en cours de... Voilà. Tout à fait. Les explications qui ont été données à la tout fin. à fait. Et il y aura donc l'explication aussi qui a été donnée par Hervé Bodino dans le compte-rendu. Il y avait un dernier point, c'est très vite, et puis après on prendra une ultime question qui a été déposée sur le chat, sur la gestion de crise. Alors il y avait tiré un peu les enseignements de Fukushima, s'en inspirer, voilà.
Voilà. Oui, enfin, ça revient un peu à la question précédente, mais pour exposer le... Moi, je trouve que c'est pertinent de travailler avec les prestataires, les intervenants qui connaissent bien la centrale en cas de crise. Après, nous, on a un travail à faire, un travail d'analyse de dossier et d'inspection derrière. L'exploitant, il doit démontrer qu'avec ses moyens propres, il peut gérer les situations d'urgence qui sont prévues réglementairement. Et s'il veut me mettre des moyens extérieurs, il a le droit, mais à ce moment-là, moi, je vais commencer à regarder comment ces moyens sont garantis H24, donc 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et là, ça devient compliqué quand c'est un recours à un prestataire extérieur, parce que il faudra avoir cette assurance, ces astreintes, en fait. Donc c'est là que c'est plus compliqué. Donc je pense qu'on aura ça serait plutôt en gestion. Enfin, moi, j'ai connu les inondations au Blayais en fin 99, où effectivement, il y avait plein d'entreprises prestataires qui s'étaient proposées volontaires pour aider EDF sur le site. Juste un dernier, Hervé Bodino, très court, rapide. Très Simplement rapide. pour expliquer ce qu'a dit Christophe, EDF, la solution qu'il a choisie finalement, c'était quand même la création de la FARM. On l'a déjà exposé, force d'action rapide du nucléaire, qui fait que malheureusement, si on imagine qu'il se passe un drame sur une centrale, aussi bien les agents EDF que les prestataires peuvent être morts. Donc à un moment, il faut être en capacité d'apporter une réponse. Et EDF a choisi d'avoir 5 colonnes de FARM situées partout à 5 endroits en France pour ramener une solution. Voilà. Et ça répond aux exigences que Christophe a explicitées. C'est des gens formés, qualifiés, entraînés et c'est auditable. Voilà. C'est pour ça que l'élément de réponse n'est pas aussi simple que ça. Et j'ai en tête un incident qui avait eu à la centrale de Panly où il y avait eu un feu sur une pompe primaire où finalement il fallait décalorifier. Et c'est un vrai métier de savoir intervenir sur une telle chose. C'est pas n'importe qui. Et c'était le grand spécialiste du calorifugage, je ne citerai pas le nom, qui était intervenu. Voilà, évidemment, l'exploitant avait fait appel aux professionnels qui savaient faire. La FARN dit un intervenant à 24 heures pour intervenir, c'est exact? Oui. Il est 20h15, on approche de la fin de ce webinaire et Madame Noiville souhaitait relayer une question du chat. Non, moi j'ai 2 questions. Voilà, donc la première, effectivement, elle va consister à relayer une question d'Yves Lheureux, mais que je me posais moi-même. Je suis un peu étonnée qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui de questions qui, moi, en tant que citoyenne, me paraissent vraiment essentielles quand on parle d'accidents nucléaires et à propos desquels il me semble qu'on manque d'informations. Et d'ailleurs, je pense que le Haut Comité va s'en occuper assez rapidement. C'est qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un accident, quand on est citoyen, qu'on soit dans le PPI ou dans les 20 km ou pas. Est-ce qu'on doit aller chercher en préventif ces comprimés d'iode ou est-ce qu'on attend une lettre? Est-ce qu'on doit aller chercher ses enfants à l'école? Enfin bref, toutes ces questions qui, moi, me paraissent absolument cruciales et dont je suis étonnée qu'on les ait pas abordées, qu'il n'y ait même pas eu d'interrogation à ce sujet-là ce soir. Je sais que des gens de la Marne nous écoutent et probablement parce que le système a changé récemment ou est en train de changer, il serait bien qu'un point, ne serait-ce que rapide, soit fait là-dessus. Et ma deuxième question, c'est sur le secret défense. Et le fait qu'on a entendu ce soir que, à certains égards, ce serait contre-productif de donner trop d'informations sur certains sujets qui intéressent la défense nationale. Ça fragiliserait nos dispositifs de prévention des menaces. Mais 2, c'est ce qu'a dit Yves Marignac, c'est aussi de nature à alimenter un certain nombre d'inquiétudes. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres, et peut-être les gens du HFDS, de la proposition qui avait été formulée à plusieurs reprises par diverses personnes, et notamment par Barbara Pompili dans son rapport en 2018, qui consisterait à dire que ce serait bien que certains parlementaires, certains membres de la représentation nationale, soient assermentés pour recevoir des informations relatives à ces sujets de sécurité et pouvoir au minimum en discuter, les challenger, voire en juger de la pertinence. Voilà mes 2 questions. Donc sur l'iode, en tout cas sur la distribution de l'iode et puis aussi sur finalement plus largement qu'est-ce que la population doit faire en cas d'accident. Je me tourne vers les représentants de la Marne. Est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous avez des éléments à nous apporter pour répondre à la question de Christine Noiville? Alors on a dépassé l'horaire de fin, alors j'espère que ce n'est pas ça qui...
Alors sinon, l'ASN pourra apporter quelques éléments de réponse. Bon, l'ASN, je vous laisse commencer. On verra si la Marne... Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a une spécificité dans un accident nucléaire, c'est l'iode. Donc l'iode, c'est quand même quelque chose d'assez chouette quelque part, parce que on sait depuis Tchernobyl qu'effectivement, en cas de rejet d'iode radioactif, il y a un risque de cancer accru. Et si on prend de l'iode stable, ce risque de cancer il disparaît. Donc c'est quand même très important que les populations à froid aillent chercher leur comprimé d'iode en pharmacie. Et c'est malheureusement pas assez fait par les populations riveraines. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, les actions à faire sont les mêmes, quel que soit le type d'accident, pas nucléaire. Et donc la première chose à faire, c'est de se mettre à l'abri, allumer une radio ou la télé et se mettre à l'écoute de ce que les pouvoirs publics vous conseilleront de faire. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Alors, cette phrase-là, moi j'ai fait des choses très, très intéressantes quand j'étais sur le terrain autour de Saint-Alban. Les maires avaient travaillé dans le cadre de leur... c'était pas les PCS à l'époque, mais c'était les plans d'action communaux. Ils avaient fait des partenariats avec des collèges ou des écoles qui étaient hors périmètre PPI. Et plutôt que de dire aux gens, n'allez pas chercher vos enfants à l'école, ce que personne n'entendra, on leur disait, en cas d'accident, allez chercher vos enfants dans telle école. Et ça, c'est un message positif qui passe beaucoup plus facilement. Voilà. Et c'est bizarre parce qu'on a perdu cette culture qui datait des années 2000. Donc voilà, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, se mettre à l'écoute, et puis respecter les consignes données par les pouvoirs publics qui, en général, demanderont aux gens de rester chez eux et de ne pas aller sur les routes, parce que quand on est sur la route, on empêche les pouvoirs publics, les pompiers, d'accéder au site. Alors, juste qu'on peut préciser aussi, mais peut-être que Yves Lheureux veut dire 2 mots, puisque les gens de la Marne ne sont plus là, c'est que le système... les gens sont... D'accord, très bien. Parce que le système, la philosophie a complètement changé, en quelque sorte. Ça y est, la personne est connectée ? Ok, bon... Parce que le système ne fonctionnait pas bien. Oui, Monsieur Deschars, donc chargé de mission à la mission d'appui au risque nucléaire. Juste pour compléter, effectivement, comme l'a dit l'ASN, donc on invite les populations environnantes autour des centrales nucléaires à aller chercher leur comprimé en d'iode. Donc, juste pour vous informer qu'une nouvelle campagne de distribution va avoir lieu en septembre 2024, donc autour des centrales EDF, mais pas que. Effectivement, la protection des populations sera assurée que si les personnes se rendent en pharmacie d'officine chercher leur comprimé en d'iode, donc comme ils seront invités dans la campagne de communication qui sera associée. Mais donc, tout dépend de la campagne de communication. Il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'ils sachent qu'il faut aller à la pharmacie. Dans quelle pharmacie, etc., etc. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Donc, une campagne de communication va être menée autour des CNPE, donc par l'exploitant EDF et avec les préfectures donc concernées. Alors, effectivement, on parle ici des centrales nucléaires EDF, mais il faut savoir que la protection finalement des populations concerne aussi d'autres centres de production, enfin d'autres installations nucléaires que sont le CEA de Cadarache, donc situé dans les Bouches-du-Rhône, les ports militaires donc de l'armée et effectivement l'Institut Loulangevin qui est situé à Grenoble. Voilà. Donc effectivement, majoritairement, c'est l'exploitant EDF, mais pas que, puisque l'armée, avec des ports militaires situés en zone urbaine, effectivement, concerne quasi autant de population qu'EDF au final. Voilà. Okay. Juste pour votre info, quand on tape sur Internet, allez chercher comprimé d'iode, les 10 premières réponses qui sortent sont des réponses en provenance de Belgique. Donc je pense qu'effectivement, vous et nous, au comité, on a fort à faire encore pour informer les populations sur ce sujet. Et sur les questionnements concernant le secret défense, et puis pourquoi pas permettre aux parlementaires d'en discuter, enfin ouvrir un petit peu ces sujets dans la mesure du possible. Je répondrai en 3 points. Le premier, alors ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est ce dont on parle en termes de sécurité nucléaire. Merci. Ce dont on parle en termes de sécurité nucléaire, il faut bien faire le distinguo entre l'acceptation de la sécurité nucléaire au sens du Code de l'environnement, qui est finalement la base qui nous réunit ce soir et qui motive
tous les échanges qu'on a tenus depuis tout à l'heure. Et notre base de la sécurité nucléaire, qui est celle du Code de la défense, qui est un périmètre qui est distinct de celui dont on parle. Deuxième point, sur la commission parlementaire, je pense qu'on n'a ni la légitimité ni la qualification. Voilà, si commission parlementaire effectivement doit se réunir, ça c'est le pouvoir souverain entre guillemets des parlementaires, et donc voilà, on n'émettra bien évidemment aucun avis sur le sujet. Ce que je voulais dire sur le secret défense, c'est qu'il faut quand même distinguer un sujet, c'est le droit d'en connaître et le besoin d'en connaître. C'est-à-dire qu'à ce jour, un certain nombre de personnes, y compris chez les opérateurs, sont habilitées au secret de la défense nationale, considérant du besoin et du droit qu'ils ont d'en connaître sur des informations classifiées au secret de la défense nationale. Et effectivement, c'est pas parce que vous êtes habilité que vous avez accès à toutes les informations classifiées. Il faut justifier du besoin d'en connaître. Donc si d'aventure une telle structure devait se mettre en place, il devrait y avoir un prérequis qui est celui d'avoir des personnes habilitées au secret de la défense nationale, premier point, et ensuite de caractériser un besoin d'accéder à ces informations dans le cadre de ce que vous évoquez tout à l'heure. Et Yves Marignac pour la dernière intervention afin de conclure très rapidement. Quelle responsabilité, merci. D'abord, je voudrais dire que ça n'est malheureusement pas la seule recommandation importante du rapport de la commission d'enquête dont Barbara Pompili était rapporteure qui n'a pas été suivie, mais celle-là effectivement était assez essentielle. Je pense qu'elle était essentielle parce que, je l'ai évoqué, il y a sur ce sujet aujourd'hui un vrai déficit démocratique. Et il faut trouver des moyens d'y répondre, et celui-là pouvait en faire partie. J'ai évoqué les pratiques aux États-Unis, dans un pays qu'on peut difficilement soupçonner à la fois d'être moins exposé à des risques de la nature de ceux dont on parle, et moins soucieux de s'en protéger. Les pratiques en la matière, notamment du côté du contrôle parlementaire et du côté de l'équivalent aux États-Unis de la Cour des comptes, permettent une certaine transparence sur l'évolution des actions prises pour se protéger vis-à-vis des menaces de référence. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui en France. J'irai juste un pas plus loin. Parce que je pense qu'on n'a pas seulement un déficit démocratique, on a un déficit technique et institutionnel. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure autour du fait que les référentiels n'évoluent pas en même temps, et qu'on a un trou noir sur la question de comment les dispositions de sûreté évoluent pour faire face à la possibilité d'actions malveillantes réussi, dans la mesure où ces actions malveillantes disposent a priori de moyens croissants. Et donc, pour moi, il y a sur ce sujet, en fait, une vraie nécessité puisque on a des enjeux qu'il faut interfacer, en fait, de rapprocher les compétences. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à avoir une seule autorité couvrant tous ces enjeux, ça a été évoqué par le passé, mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité à couvrir institutionnellement ce trou noir. Et je regrette que la réforme qui vient d'être adoptée en matière de gouvernance nucléaire, sans revenir par ailleurs sur tous ces défauts qui ont déjà été discutés, et non seulement raté le coche, mais qu'en fait, en défaisant l'IRSN, qui au moins du point de vue de l'expertise technique assurait cette continuité, même si elle n'était pas assurée du point de vue des compétences en termes d'autorité, déface un peu plus cette interface. Et je pense que c'est d'autant plus dommageable et problématique à un moment où, deux choses qu'on a évoquées à plusieurs reprises dans cette réunion, on a à la fois des tensions géopolitiques croissantes et une volonté de relancer des projets nucléaires tous azimuts. Merci Monsieur Marignac. Nous arrivons donc à la fin de ce 4e webinaire, de cette concertation organisée dans le cadre du 4e réexamen périodique des réacteurs de 1300 MW. Merci à l'ensemble des intervenants, donc présents sur le plateau, mais également connectés à distance. Et merci également au public qui s'est connecté pour la richesse des questions posées et de vos interventions. Alors, il est compliqué d'épuiser l'ensemble des questions en un webinaire. Pour cette raison, je signale une fois de plus
juste donc l'existence de cette plateforme, concertation.sureténucléaire.fr, qui permet au public donc de déposer ses questions et de faire part aussi d'avis et de suggestions. Voilà, l'ensemble de ces contributions seront bien entendu étudiées par les entités donc, qui gravitent autour du sujet du 4e réexamen périodique. Rendez-vous aussi également donc, le 24 juin pour le webinaire de synthèse de cette concertation. Et je signale que voilà, c'est jusqu'au 30 juin la fin de la concertation. Donc rendez-vous sur la plateforme pour participer et au 24 juin pour le webinaire de synthèse. Merci beaucoup, au revoir.